Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quand c'est l'été, un podcast qui parle du monde des camps. On est super content de vous parler aujourd'hui. Ça va bien, François? Ben oui, ça va super bien. Puis toi, Guillaume? Oui, ouais, vraiment content. 20e épisode, 20e épisode du podcast. Ça va vite, ça, on a fait Ben, du chemin. écoute, puis c'est fou parce que ça fait même pas encore vraiment un an qu'on a fait ça, mais on s'était déjà parlé de l'idée, je pense, en tout cas, dans le coin même en ce moment qu'on s'en était parlé, j'ai l'impression. Mais Ouais. bref, ça a pris plus forme, je dirais, une semaine après l'arrêt de tout, finalement. Mais je pense que même on va reprendre le prochain épisode dans ce coin-là là, pour lancer même. En tout cas, ça n'est pas nécessaire à parler. Ouais, ben, puis j'ai regardé, puis le premier épisode COVID, on l'avait sorti la première semaine d'avril. Ah, OK, Ouais, fait quand que même. mais t'as raison, on s'était parlé vraiment février-mars. Puis quand tout a fermé, on s'est parlé comme une semaine après, puis on a dit OK, on le fait go. Puis on l'a fait avec Oli puis Mélissa, là. Ça s'est quand même passé très rapidement. Puis Ouais. ben, moi, je suis vraiment fier que même on va faire un tour de roue avec ça. Puis en tout cas, moi, j'ai le goût vraiment de continuer longtemps. Puis on s'était dit aussi, Guillaume et moi, qu'à tous les 10 épisodes, ben, on allait pouvoir vous présenter des légendes. Puis des légendes, pour nous, c'est vraiment des gens qui nous inspirent, mais qui inspirent aussi également une très grande partie des acteurs qui sont dans les camps présentement. En tout cas, je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume, mais moi, pour moi, c'est vraiment ça la définition d'une légende qu'on reçoit à nos Ouais. épisodes. Ouais, puis comme on disait à nos invités en pré-rencontre, là, que quand on parle de légende, c'est pas nécessairement des gens. Tu sais, souvent les gens, ils l'associent à l'âge. Ça, on est plus vieux, ça fait. Mais c'est pas ça. C'est vraiment des gens qui ont soit été extrêmement impliqués dans le monde des camps. Je pense que Tania est un bon exemple. Ou des Mhm. gens qui ont, oui, une vie, une longévité dans le monde des camps, mais qui ont aussi un impact significatif dans leur milieu, exemple Denis. Donc, on peut les présenter, là, nos deux invités d'aujourd'hui pour l'épisode des légendes. On a Tania Desrochers, qui est coordonnatrice au programme à l'Association des camps du Québec, à la Sécu. Puis on a Denis Jean, anciennement très impliqué dans les camps Odyssée, pour l'organisation des camps Odyssée, mais qui est actuellement coordonnateur à la vie communautaire pour le Centre du Rocher à Québec. Donc, on va les accueillir. Et même, on va pouvoir voir d'un lien entre Oui, Tania et Denis qu'on a exact, appris avant l'épisode. exact. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien, Tania? Ça va bien, merci. Oui, Denis, ça va? Oui, ça va super. Excellent. Ben, on vous a présenté brièvement. On a fait un topo de sur quoi on allait parler ce soir. Puis, bon, que vous êtes des légendes, hein, puis que vous avez eu un impact, là, un bon impact dans le monde des cas. Puis, on voudrait peut-être commencer avant de parler concrètement du monde des cas, parce que François, on se posait la question tantôt, on était curieux. Est-ce que plus jeune, on va commencer comme ça, est-ce que plus jeune, est-ce que vous avez fréquenté les camps comme enfant? Tania, je pense que oui, mais Denis, je n'étais pas certain. Fait que je ne sais pas si Tania, tu veux commencer avec ça? Oui, il n'y a pas de Ah problème. ouais? Oui, moi, j'ai commencé à aller au camp, j'avais peut-être 9-10 ans. Je suis une enfant de la Perdrière, en fait. Peu la Perdrière, là. C'est un camp qui était assez gros et très populaire à l'époque, là, dans les années 70, 80, 90. Et puis, j'ai grandi là, j'ai fait mes classes, là. J'ai fini par faire mon PAM, là, OK, tout à la perdrière. tout à la Perdrière. OK. Puis à l'époque, quand tu dis 9-10 ans, tu sais, est-ce que c'est un peu cliché, mais avais-tu le profil pour aller dans les camps? Tu sais, ça vient-tu de tes parents? Qu'est-ce qui fait qu'on t'a inscrit dans un camp? Écoute, ma mère était monoparentale. Je pense qu'elle avait besoin d'une pause l'été. Puis on était deux petites filles pas mal actives. Fait que, on était curieuses. Moi, j'aimais le monde. Ça n'a pas changé. Fait que je pense que j'avais le profil, là, tout indiqué. Et puis est-ce que ça a cliqué? Est-ce que ça a cliqué tout de suite? Non. Non, non? Non, je pleurais là, quand ma mère est partie. Là. OK, OK, OK. Mais au bout de 2 jours, je pense que j'étais complètement adaptée à la vie de camp. Là. Puis, quand est-ce que c'est fait le déclic où tu as passé d'une jeune qui pleurait pour ne pas rentrer au camp et du moment où tu t'es dit, ben, Colin, je pourrais faire ça, moi, je me vois là-dedans. Écoute, j'ai eu des bons moniteurs. J'ai eu des bons moniteurs, puis c'était vraiment des modèles pour moi. Même le directeur du camp, M. Alain Massé, à l'époque, était un personnage très inspirant.
Fait que je pense que rapidement, je me suis projetée dans ce monde-là. OK. Puis Denis, toi, est-ce que tu avais fréquenté les camps plus jeunes? Non, pas du tout. Moi, je suis un enfant des terrains de jeu qu'on appelait à l'époque. Puis, je viens du Saguenay. Faut comprendre aussi qu'à l'époque, au Saguenay, ce n'était pas vraiment dans la culture. Les enfants qui fréquentaient les camps, c'était principalement des enfants des grandes villes, pas des petites villes. On n'était pas, sensibilisés à ça. Il y avait peut-être le camp du Lac-Pouce à l'époque qui commençait ses premiers balbutiements, mais c'était vraiment pas dans la culture là, de la société au Saguenay à l'époque. Quand je suis déménagé à Sept-Îles, il y avait un camp qui s'appelait le camp des jeunes à Sept-Îles. Et puis, à toutes les années, ils venaient nous gosser à Polyvalente pour qu'on aille travailler pour eux autres. Moi, je me disais, non, mais ça prend-tu des maudits malades pour aller travailler d'un camp? Moi, je vais aller passer mon été avec des flots. Je vais être obligé de dormir là, être obligé de manger de la bouffe de café, hors de question. Fait que pour moi, dans les camps, c'était tout à fait, là, c'était une autre planète. Puis quand je suis arrivé la première fois à Trois-Saumons, j'ai compris que c'est une autre planète parce que je trouvais le monde bizarre. Ça n'avait pas de bon sens. Tout le monde s'embrassait, tout le monde se collait. Tu sais, c'était des bonbons, puis des bains fins, puis des ci, puis des ça. Fait que c'est ça. Non, je ne suis pas un enfant des camps de vacances. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai tant aimé ça par la suite. Vas-y, François. En fait, excuse, moi, je voulais trop rebondir là-dessus parce que je me reconnais tellement là-dedans. Moi, je suis un gars de Jonquière. Puis, je suis pas allé dans un camp. En fait, mes parents ont fait une tentative au terrain de jeu parce que, veux pas, il fallait qu'on ait un moyen de me faire garder pendant que mes deux parents travaillaient pendant l'été. Et j'ai tellement détesté ça que mon objectif a été de sortir du terrain de jeu. Puis après ça, moi, j'ai demandé à mes parents pour aller dans un camp. Puis exactement comme tu dis, c'était plus soit que tu habitais proche du camp, donc tu étais plus un milieu un petit peu plus rural, on va dire, que le Saguenay-Centre, ou encore tu avais beaucoup d'argent puis tu pouvais avoir accès au camp. Fait que moi, je suis quand même reconnu dans ce que tu disais. Puis tu disais que aussi tu avais déménagé à partir de l'adolescence à Sept-Îles. Oui, exactement, à 12 ans. Puis tu n'as pas travaillé à Sept-Îles, c'est vraiment à Trois-Saumons. Ah oui, c'est vraiment à Trois-Saumons. Je n'ai même pas fait de terrain de jeu à Sept-Îles. Je n'ai pas été moniteur non plus. Là, moi, je tripais sur l'histoire, fait que j'étais stagiaire au musée de Sept-Îles à l'époque. C'était vraiment ce que j'aimais faire. Je trouvais ça trippant. Je reviens à quelque chose que tu disais. Moi, je viens d'Arvida. Toi, tu es de Jonquière. Je sais pas non, je suis d'Arvida. Je dis Jonquière parce que le monde ne savent pas c'est qui Arthur Victor Davis. Ouais. Mon père avait une épicerie au Carré Davis à l'époque. Écoute, c'est ça. Donc, quand on était au Saguenay, pourquoi j'ai fait tant de terrain de jeu, c'est qu'il y a une chose qui m'a fait triper, c'est les scouts, le mouvement scout. Et les filles qui nous animaient en scout de septembre à juin, c'était des monitrices du terrain de jeu l'été. C'était la même gang. C'était exactement la même gang. Puis moi, j'ai eu du fun avec ces filles-là. J'étais petit cul, ils m'ont emmené à l'Université du Québec à Chicoutimi pour faire une espèce de recherche sur nos connaissances de l'imitation de nos parents quand ils font de la cuisine. Donc, j'avais fait un gâteau avec eux autres. Tu sais, j'ai été chanceux parce que j'ai été chouchouté par ces femmes-là, vraiment chouchouté. Et c'est peut-être pour ça que je me suis toujours tenu loin, sans le savoir, des camps de vacances, parce que j'étais hyper bien. Moi, je suis un enfant d'une famille de 5. Et je suis le troisième, ce qu'on appelle l'enfant sandwich, qui ne trouve jamais vraiment sa place, l'enfant sandwich. Puis moi, quand je suis arrivé dans ce milieu de louveteau, puis de terrain de jeu avec ces bonnes femmes-là qui étaient jeunes, dynamiques, c'était des étudiantes universitaires, tout ça, j'étais chez nous. Je me suis vraiment retrouvé là, dans ma gang. Là. Puis Denis, le step entre Sept-Îles, parce que puis Trois-Saumons, je me rappelle, il me semble qu'il y a une puis je dis pas ça, j'ai pas de pensée parce que je connais pas la réponse, mais il me semble qu'il y a une histoire là, sur le fait que quand tu es arrivé à Trois-Saumons, c'est pas un coloc qui t'a parlé ou tu sais comment tu es arrivé à aller travailler à Trois-Saumons? Parce que il me semble que tu n'as pas postulé là, ou tu n'as pas. Quand je suis déménagé à Québec pour mes études universitaires en histoire, comme de raison, on était 5 dans un 4,5. 5 étudiants dans un 4,5, puis le reste de l'année, les 4 autres partaient. Moi, j'avais fait mon tour de cette île, puis j'étais tombé en amour avec Québec. Il était hors de question que je retourne à cette île. Fait qu'on a loué la chambre qui restait à une fille qu'on ne connaissait pas. Puis la fille, ça donne qui était la directrice du camp de Trois-Saumons, Solange Porneau, directrice des classes vertes. Puis
je la vois un soir, elle a un immense grand carton, puis là, elle fait l'organigramme de qui je dois engager pour l'été qui s'en vient, tout ça, etc. Le chauffeur, le pourvoyeur, je connaissais à rien de ce qu'elle me racontait. Fait que là, Solange passe une partie du printemps chez nous, puis elle s'en va à Trois-Saumons. Puis là, c'est appel répété, puis appel répété de Solange. Denis vient nous donner un coup de main. On manque de monde aux classes vertes. C'est pas nouveau, les jeunes. On manque de monde aux classes vertes. Viendrais-tu, viendrais-tu? Puis c'est correct, j'y vais, mais une semaine, pas plus. Puis je suis resté 25 ans. C'est fou. Wow! C'est fou. Ouais. Puis, puis est-ce que. Est-ce qu'après une semaine, tu avais effacé tous tes plans pour le reste de l'été? Est-ce que. Ben, l'été d'avant, j'étais moniteur au loisir Montcalm en Haute-Ville avec Guy Tremblay qui a été mon premier boss dans la vie, mon premier vrai boss parce qu'au musée, je n'étais pas considéré comme un employé. Là. Puis il m'avait offert la deuxième année où je devais retourner. Il m'avait dit ben, c'est beau, vas-y à Trois-Saumons pendant une classe verte parce qu'on n'a rien à t'offrir. Puis après une semaine, je l'ai appelé, je dis Guy, moi je viens de trouver ma place dans la vie, c'est exactement ça que je veux. Malgré l'impression de débile que j'avais eue quand je suis arrivé de cette espèce de gang-là qui se colle tout le temps, qui s'embrasse tout le temps. Puis moi, je suis très froid là-dessus. Là, je suis vraiment. Mais je sais pas, un moment donné, je suis sorti de la cafétéria, j'ai regardé le lac, j'ai vu les montagnes. Puis si vous êtes déjà venu à Trois-Saumons, il y a quelque chose de très, très, très enveloppant à Trois-Saumons dans le sens où on est entouré de montagnes, on est comme dans une cuve, hein, puis c'est extrêmement sécurisant. Puis pour un gars qui se considérait comme un enfant sandwich, je me suis dit, ben crime, c'est vraiment ici que je veux être, là. Puis je suis resté. Je me suis créé des amis. On a fait des affaires de débiles. Dès la première année, j'ai été sur le comité des Saints innocents. Ça, les Saints innocents, c'est la fête qu'on fait à tous les 28 décembre de chaque année. Puis je me revois, c'est Mario Michaud. On avait décidé qu'on faisait le buffet. On n'a pas de traiteur, on fait le buffet. Écoute, le bain était rempli de carottes parce qu'on n'avait plus de place pour. C'était tous des trucs fous de même. Puis Tania, toi, est-ce que tu te rappelles, parce que François en a parlé un peu dans sa question, mais tu sais, parce que, mettons, il y a quand même un step entre être campeur, aimer ça, puis de décider que, OK, ça va être ma carrière. Parce que est-ce que ça a toujours été ça, le plan, tu sais, où tu avais complètement d'autres idées en tête pour faire une carrière, puis finalement, les camps sont revenus? Comment ça s'est passé? Écoute, moi, je savais que je voulais travailler auprès des jeunes. Ça, ça a été clair pour moi avec mon expérience de camp. Quand j'ai fait mon PAM, j'ai commencé par la suite mon DEC en éducation spécialisée. Fait que c'est là que j'ai comme jumelé l'animation l'été avec mes études pendant l'année. Puis ensuite de ça, ben, j'ai donné le PAM. Ça a été comme ma plus belle job dans un camp. Je l'ai donné à la Perdrière après plusieurs années d'animation. Puis après ça, ben, tu te dis, c'est assez, là, de travailler au camp. Je vais aller travailler comme éducatrice. Ben, ça n'a même pas duré un an. Puis, mettons. Après, je retournais au camp, mais dans un autre camp. OK. Mais dans la job d'éducatrice, tu travaillais dans quel genre de milieu? C'était quoi, mettons, que tu aimais puis que tu aimais moins de la job? Ben, écoute, j'ai travaillé au centre Le Portage avec des toxicomanes. Je travaillais au programme Mère-Enfant au niveau de la réhabilitation. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça de moi. Non, mais j'avais le goût de creuser un petit peu, j'avais le goût de savoir ça. Oui, j'ai fait ça. Mais l'intervention, je te dirais, de troisième ligne en réadaptation, là, j'ai vu que c'était clairement pas pour moi. Moi, je suis une fille de prévention, puis l'outil que j'utilise, mon véhicule, c'est l'animation. C'était vraiment ça. Fait que je suis retournée d'un camp, mais là, d'un camp de jour à ce moment-là. Puis là, je suis arrivée dans un camp de jour municipal, puis à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, puis j'ai dirigé ce petit camp de jour-là qui était au départ un terrain de jeu de 40 enfants, que l'autobus partait jamais le mercredi de la sortie parce qu'il fallait s'inscrire à la carte, puis tu sais, le monde n'arrivait jamais à temps pour s'inscrire, fait que c'était tout le temps annulé. Puis moi, j'ai instauré comme un petit camp de vacances, avec une programmation, puis une thématique, puis tu sais, on allait au lac en haut, puis c'était vraiment là, comme un petit camp de vacances, c'est juste qu'on retournait chez nous le soir. Fait que rapidement, il y a eu comme 120 enfants au camp. Boum! Tous les enfants de la communauté étaient là. Puis là, rapidement, ils m'ont dit, ben veux-tu t'occuper de la maison des jeunes? Fait que pendant 5 ans, j'ai fait une maison des jeunes pendant l'année.
puis le camp de jour l'été. Fait que j'étais comme l'intervenante jeunesse du village, là, tu sais. C'est vraiment hot que. Ouais, puis tu devais avoir un contact de fou, tu sais, un contact privilégié avec ta clientèle, Oui. là, parce que tu as suivi pendant l'année, puis tu l'as retrouvé au camp après. Là. Oui, Mm. ben oui, c'est ça, parce que beaucoup de mes jeunes de la Maison des Jeunes, il y en avait certains qui devenaient mes moniteurs. Certains des jeunes dans les 10, 11, 12, ben, finissaient, tu sais, comme par arriver à la Maison des Jeunes, là, fait que... Mais c'est tellement hot que, justement, tu sais, toi, peut-être, je ne sais pas ce que tu avais comme mindset avant d'arriver là-bas, passer l'entrevue, être engagé, mais au final, 5 ans que tu as passé dans cette communauté-là pour faire Ouais. fleurir ce camp-là. Ouais. Puis moi, en passant, là, je suis tellement un fan de camp de jour qui file le camp de vacances. Tu sais. C'est pour ça que je vis, là, le saisonnier puis le camp Port-Neuf. C'est exactement le genre de modèle de camp qui, pour moi, ont un énorme potentiel. Mais après ça, de me dire également que tu as tellement fait ta marque là-bas que tu as réussi à continuer au niveau de la Maison des Jeunes. Moi, je trouve ça vraiment cool. Ça a dû être quelque chose quand tu es parti de là-bas? Ah, ça a été très émotif, puis je suis restée très liée à la communauté. Je te dirais que l'année passée, en 2020, ils ont fêté le 25e, non, le 25e anniversaire du camp de jour Magico Parc à Sainte-Anne-des-Lacs dans la formule que je l'avais fondée en 1995. Ils m'ont invité. Puis il y avait Wow! puis ils ont fait un gâteau, puis ils avaient fait imprimer la photo de l'équipe de 1995 sur le gâteau. C'était Ben vraiment voyons. là. Ouais, puis c'est fou parce qu'on est en 2021, puis quand tu es en 95, tu n'as aucune idée. Tu sais, toi, tu bâtis tes choses, tu sais, mais tu n'as aucune idée de la portée que ça va avoir. Là. Écoute, je faisais un peu le calcul là, tantôt. J'ai fait mon PAM en 91. Ça fait 30 ans. Ouais, c'est pas mal l'année où je suis né. Moi, j'avais 2 ans, là, c'est ça. Mais puis je suis curieux autant les Tania que Denis, parce que dans ces années-là, quand vous décidez de vous investir dans les camps, là, comment c'était perçu par votre entourage? Parce que, tu sais, aujourd'hui, je sais pas, peut-être que ça se ressemble, mais tu sais, aujourd'hui, les gens en savent un peu plus sur les camps. Je pense qu'ils peuvent peut-être plus concevoir que c'est une job à l'année, mais comment c'était dans vos débuts quand vous parlez à votre entourage, puis là, vous vous enlignez pour, ben moi, je vais travailler dans un camp, là. Moi, je gère un camp de jour ou je gère un camp de vacances. N'importe qui peut répondre, mais je suis curieux de vous entendre. Mais je te dirais, Guillaume, que c'est pas tellement différent aujourd'hui. C'est simplement qu'à l'âge où vous êtes rendu et où on est rendu, on s'est accoquiné de gens qui connaissent les camps. Tu sais, moi, si je m'en vais dans un club de garagistes ou dans une ligue de hockey, je ne connais rien là-dedans. Mais à l'âge qu'on a, nous, nos amis sont devenus, nos contacts sont devenus, c'est des gens qui sont probablement issus d'un camp. Mais on était perçus comme des malades, comme vous l'êtes probablement encore, là, par ceux qui ne sont pas du monde des camps. Même chose, Ouais, vas-y. on voyait ça comme une job d'étudiant. Puis moi, j'ai été chanceuse. Je suis retournée à l'école m'amener, puis j'ai continué. J'ai même dirigé le camp de jour de la municipalité de Moronites pendant 2 ans. Puis, fait que c'était correct encore. Mais quand j'ai fini l'université, c'est là qu'on m'a dit, là, tu vas travailler, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, oui. Puis là, ben, j'ai fait des recherches pendant 8 mois. Puis je suis tombée sur un poste sur Emploi Québec qui s'appelait coordonnatrice au développement à l'Association des camps du Québec. Et j'ai dit, c'est pour moi. Puis tu étais à Bruchésie à ce moment-là? Non, j'étais nulle part. C'était en 2003. Okay. C'est ça, tu n'avais pas encore fait de Bruchésie. Je venais de finir mon bac. J'étais en recherche d'emploi. L'été d'avant, j'étais encore au camp de jour à Moronites. Là, je me lançais dans le monde des grands, là. Mais finalement, j'ai tombé sur cet emploi-là et j'ai dit, c'est pour moi. Ben, je l'ai eu. Puis ça ressemblait à. Mais par exemple, ça ressemblait à quoi la CQ, à cette époque-là, la CQ? Ben écoute, c'était un organisme très petit, 4 employés, une vie associative moins grosse qu'aujourd'hui. L'équanon du membership. Puis le congrès, on était 80. Puis là, on est comme 250, là, tu sais. C'est ça.
Ouais. Puis, en fait, moi, c'est juste que ce que tu as dit tantôt, ça m'a tellement marqué parce que, mettons, moi, j'étais coordonnateur à temps plein au saisonnier en 2012. Puis à ce moment-là, en tout cas, je ne dirais pas mon salaire, là, c'était quand même gênant. Mais dans le fond, moi, ma mère, elle disait, ben, tu sais, c'est en attendant là, que tu vas pouvoir comme travailler à temps plein au saisonnier. Puis ça, jusqu'en 2016-2017, ma mère, elle m'envoyait encore des offres d'emploi si jamais, si jamais je changeais d'idée. Mais moi, j'ai toujours su que je voulais faire ça au moment où j'ai été engagé à temps plein au saisonnier. Comme je ne voulais pas changer de camp. En fait, je ne voulais pas changer de camp. Je ne voulais pas changer de domaine. C'est sûr que je voulais être dans un camp. Mais c'est fou pareil, là. Même des amis, des parents peuvent tout le temps redouter un peu. OK, c'est-tu vraiment ça que tu veux faire? Ouais, puis, Effectivement. ouais, Moi, j'étais la fille qui partait tout le temps l'été, tu sais. ouais. Puis mes amis ne me voyaient plus. Puis je revenais, puis là, j'étais différente. J'étais comme 3 fois, 1000 fois plus dynamique, là, tu sais. Puis je chantais, puis j'avais des expressions, puis... Ouais, moi, c'était ça mon secondaire. Je partais l'été, je partais, mettons, de secondaire 2 à 5, là, tu sais. Je partais, puis là, je revenais complètement différent. Tu sais, tout le monde savait que Guillaume, l'été, il n'était pas là, là. Il partait à Trois-Saumons, mettons, puis je revenais du camp, puis j'étais complètement autre chose, là. C'était vraiment ça. Denis s'en vient, là, il va nous rejoindre. Ah, Il y a yes, vraiment pas de Denis! trouble. Puis, ben, en fait, c'est ça. Fait que là, tu as été là à la Sécu à partir de 2003. Oui, j'ai fait un premier bout, parce que je fais ça en 2 bouts, tu sais. Oui, ben, c'est ça que j'ai compris. Oui, j'ai été là 3 ans. Puis à peu près dans le même poste qu'on me connaît aujourd'hui, mais j'avais comme plus de dossiers, mais parce que chacun était moins imposant. Il y avait moins de camps certifiés, le congrès était moins gros, il y avait moins de prix. À l'époque, c'était encore la Guimauve d'or. Fait que... Tu as-tu déjà vu, François, ces prix-là? Oui, je les ai vus. Ils sont Ouais. magnifiques. Moi, je les aime beaucoup. Mais en fait, ce que j'allais te poser comme question, là, c'est que, mettons, en 2003, tu commences dans la Sécu. J'imagine que vous avez décroché le téléphone pour vous faire connaître, puis il a fallu que faire des petites approches à des camps. Mettons là, les gens là, qui étaient comme voyons donc, pourquoi vous existez? J'imagine qu'au début, la notoriété était à faire de la Sécu en 2003, par exemple. Comment ça s'est passé? C'est un petit peu, je suis curieux. Écoute, les camps de vacances qui sont membres aujourd'hui l'étaient probablement déjà tous à cette époque-là aussi. OK? Fait que la notoriété avec les camps n'était pas à faire, était à maintenir, toujours. Il faut performer nous autres ici avec les services qu'on offre. Mais c'était de gagner du terrain avec les camps de jour. C'est ça. On avait quelques camps de jour spécialisés. Ça faisait peut-être une dizaine d'années qu'il y avait un programme de certification pour les camps de jour, là. Mais il y avait encore beaucoup de chemin à faire. C'est juste dans le 2e bout que je suis revenue à la Sécu, en 2010, que là, on a écrit le cadre de référence pour les camps de jour municipaux. Puis là, il y a eu vraiment explosion. Puis je suis content que tu abordes ça, Tania, parce que je suis curieux. Comment ça va être comment, tu sais, parce que le cadre de référence, tu sais, parce que de la façon que tu parles des camps, on se parle juste depuis une demi-heure, mais je comprends que tu as mordu à fond dans les camps. Tu aimais ça, tu aimais la programmation. Puis, tu sais, je t'ai vu dans les congrès, je suis convaincu que tu aimais les thématiques puis que tu embarqué là-dedans. Mais quand tu arrives au bout parce que, tu sais, pour moi, quand tu parles du cadre, c'est quelque chose de très structuré, très formel, très important aussi. Mais, tu sais, comment tu passes de ta vision à le monde des camps doit être quelque chose de complètement éclaté, mais je dois quand même rédiger. Tu comprends où je m'en vais? Mais je dois quand même rédiger ce guide-là qui est important pour la sécurité, pour le bon fonctionnement des camps. Puis je veux pas être trop contraignante. Tu sais, même chose avec ce qu'on en a parlé dans d'autres épisodes, puis même chose avec ce que tu as eu à faire avec le guide COVID, tu sais. Tu comprends? Tu sais, tu as à rédiger des normes qui sont vraiment importantes. Tu sais, aujourd'hui, c'est une référence. Là. Puis il y a bien d'autres associations qui regardent ce que vous avez fait en disant, mais c'est un modèle à suivre. Tu sais. Mais comment tu travailles ça, tu sais? Ce travail-là de faire ce guide-là qui a une structure importante, puis en même temps respecter un peu ta vision que je suis convaincu qui est complètement éclatée des camps?
Ben, écoute, quand je suis arrivée à la Sécu, je ne savais pas toute l'importance ou du moins le poids que pouvaient avoir justement les normes comme telles. Tu sais, oui, je venais de camps certifiés, mais j'avais jamais moi-même jonglé avec les normes. Puis là, il fallait que j'administre les normes. Puis tout s'est fait comme pas mal graduellement. Moi, j'ai eu un mentor à la Sécu qui s'appelle Louis-Jean, qui a été le directeur une bonne vingtaine d'années. Puis Louis m'a tout appris sur les lois, les règlements, les normes, comment interpréter tout ça. Puis c'est avec le temps que tu réussis à coller une réalité plus normative, à standardiser des choses à un contexte où est-ce qu'on a le droit aussi de s'éclater, là. Exact. Mais il faut l'apprendre, il faut se mouler, il faut adopter une pensée mode gestion de risque beaucoup. Puis, tu sais, mettons, c'est sûr que la première fois que je t'ai rencontré, là, tu sais, je veux dire, tu étais éclaté, tu étais en une entrée de congrès, tu étais dans ton élément, tu es comme yes! Le monde, tout le monde que j'aime à la même place pendant 3 jours, tu sais. Moi, en tout cas, je te sentais vraiment comme ça. Puis c'est d'ailleurs, moi, ce qui m'a charmé comme première impression de toi, là, on s'entend. Mais jamais je me serais dit, hey, c'est la fille qui a rédigé le cadre de référence des camps municipaux. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment cool. Toutes ces affaires-là, c'est du travail d'équipe. Ben oui. Du travail d'équipe. Le cadre de référence, c'est Éric Beauchemin, là. C'est Éric qui a eu la vision de ça, qui a rédigé le plus gros de ça. C'est Éric qui a réuni des gens autour de ça. Moi, j'ai fait la même chose avec la révision des normes qu'on avait commencé en 2004-2005. Je suis partie, ils ont continué à ajuster un petit peu, mais la grosse révision s'est terminée l'année dernière. C'est comme si ce cycle-là, cet autre bout-là, tu sais, je l'ai fait par bout. Mais je suis arrivée à mes fins. C'est un travail fin. J'ai rassemblé plein de gens autour de ça. Oui. On fait tête commune, là, plein d'experts des camps. Puis, c'est impressionnant. Hey, bonjour tout le monde. Donc, on a eu un petit écart de temps entre la dernière séquence. Donc, on va reprendre où est-ce qu'on était. En fait, Denis, on venait de se poser la question, là, comment c'est... Parce que je faisais une comparaison à, bon, aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans les camps, il va recevoir des commentaires classiques, là, bon, des commentaires classiques, comment es-tu sûr que tu veux t'embarquer là-dedans, tout ça, mais ça reste que aujourd'hui, je pense que les gens ont peut-être une meilleure idée de ce que c'est de travailler dans les camps que c'était peut-être au début des années 2000. Fait que j'étais curieux, tu avais commencé à t'avancer dans ta réponse, mais c'était comment de ton côté quand toi, justement, tu as décidé d'en faire une carrière? C'était quoi la réaction des gens autour de toi versus si tu pouvais essayer de comparer à ce qui pourrait être une réaction d'aujourd'hui, là? Déjà, année 2000, là, c'est jeune, là. Nous autres, on est plus loin que ça. C'est un exemple. C'est ça. Écoutez, je vais expliquer à tout le monde qu'on a du nouveau linge. C'est que la première partie a été tellement intense que Tania et moi, on a demandé une pause pour aller prendre une douche. Non pas ensemble, mais chacun de notre côté. Alors, on vous revient frais et dispo maintenant. Moi, je pense qu'on est des travailleurs atypiques. Comme à peu près tous les travailleurs atypiques le sont, je pense aux infirmiers de nuit. Hein? C'est bizarre, ça, quelqu'un qui travaille la nuit et qui est heureux dans son travail la nuit. C'est bizarre, un comptable aussi, tu sais, qui est bon dans les chiffres puis qui aime ça, les chiffres, puis qui tripe dans les chiffres. On fait partie de cette catégorie de gens qui ne sont pas nécessairement conformes parce que ce n'est pas nécessairement du 9 à 5, puis du lundi au vendredi, puis du mois de septembre au mois de juin, puis qu'on a 3 petites semaines de vacances. On est des travailleurs atypiques, puis c'est peut-être ça qui nous distingue. C'est le fun parce qu'on est objet de curiosité. Les gens s'intéressent beaucoup à mais pourquoi je ne comprends pas, puis tout ça. C'est le fun pour ça. C'est moins le fun pour d'autres choses. La vie de couple, entre autres, en prend un coup souvent dans ce type de travail-là, que ce soit les infirmiers de nuit, que ce soit, les comptables, c'est deux problèmes, il y a qu'à changer de profession. Mais pour nous, c'est un peu c'est comme dans n'importe quoi, hein, c'est du yin puis du yang. Il y a du positif, il y a du négatif. Le négatif, c'est souvent la vie de couple qui en pâtit. Puis je travaille actuellement avec des nouveaux directeurs de camp sur un projet avec l'association de formation. Puis ce que je trouve beau, c'est que eux, la conciliation travail-famille, ils sont en train de l'imposer.
et non pas de la subir, mais de l'imposer. Et ça, c'est correct. Je trouve que c'est un bel équilibre entre... donc, pour répondre à ta question, Guillaume, comment on est perçu? On est perçu encore comme une job en attendant. Tu sais, moi, j'ai 57 ans, puis pour bien du monde, Denis était directeur de camp en attendant. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas attendre d'autres choses. J'étais bien là-dedans, j'étais heureux là-dedans, et je le suis encore parce que je travaille dans le communautaire, puis c'est encore pas mal ça aussi, le communautaire. C'est atypique dans le sens où tu as à dealer avec des gens, tu ne flippes pas des boulettes chez McDo, tu ne remplis pas des rapports, tu ne fais pas des analyses de performance, tout ça, tu deals avec des gens, puis tous les travailleurs qui ont cette passion-là, puis je reviens souvent aux infirmières, puis aux infirmiers, puis aux PAB de nuit, c'est parce qu'ils ont une passion. Ils ont la passion des gens, puis probablement que ce rythme de vie-là de nuit lui convient, comme nous, le rythme de vie un peu effréné, un peu intense. On n'est jamais fatigué d'un camp. Hein? On est fatigué quand on tombe en vacances. C'est là qu'on tombe malade. C'est jamais pendant, en tout cas en tant que dirigeant, là, c'est jamais pendant la période de camp. Puis je veux dire, j'ai assez connu d'épisodes de gastro à Trois-Saumons pour vous dire que moi, je ne la pognais jamais. Jusqu'au temps où je tombais en congé chez nous, là, c'est sûr que ça débloquait, puis pas à peu près. Non, c'est bien. Ce que tu racontes, moi, en tout cas, ce que je vivais, c'était de l'adrénaline. Comme carrément, là, j'avais. Surtout quand je ne savais pas à quoi m'attendre là, comme jeune animateur. Là. Puis ensuite, comme gestionnaire, c'est vraiment l'adrénaline que le camp m'apportait, les remerciements, le sentiment de changer la vie des gens, sans nécessairement que tu le découvres tout de suite. Pour moi, c'était très significatif là, dans ce que tu viens de dire. En fait, on vit sur du bonheur, hein? Mais sur du bonheur un peu égoïste, dans le sens où on dit beaucoup qu'on est là pour les enfants, qu'on est là pour les moniteurs, mais on est beaucoup là pour nous parce que ça nous amène énormément. Puis je pense que si ça nous amène énormément, c'est ce qui nous permet de donner énormément. Sinon, j'en ai trop vu des directeurs qui arrivent un an en pensant qu'ils vont être la nouvelle étoile filante, mais effectivement, sont une étoile filante. Tu ne revois plus l'année d'après dans les congrès, tout ça. Ça prend une certaine passion, un certain égocentrisme aussi, pour dire je vais donner une partie de ma vie parce que je sais qu'au bout du compte, il y aura un retour d'ascenseur. Puis moi, mon retour d'ascenseur, c'est quand des petits culs rentraient au camp les dernières années où j'étais à 300 qui me disaient « Mon père t'a fait dire bonjour. » C'est qui ton père? Ah, ben, tu as été moniteur avec. Hey, ça, là, il n'y a pas plus grand bonheur que ça, là. Puis, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Ben, tu m'as fait allumer, Denis, mais puis c'est pas nécessairement négatif, mais est-ce que le monde des. Tu sais, en fait, je vais donner mon avis, là, mais selon moi, le monde des camps aussi est un milieu. Puis autant c'est peut-être sa faiblesse que sa force, où la transmission du savoir ne peut être faite que par l'être humain, un autre être humain qui l'a vécu, tu sais. Même les guides, tu sais, je me dis, même si je prends en charge un camp de vacances, mettons, là, puis que la personne avant moi m'a vraiment fait un bon rapport, puis, mettons, les procédures du camp sont là, puis tout ça, ça reste que j'ai besoin d'avoir le feedback soit de l'équipe d'animation ou bien du directeur pour être capable de faire ma job. Tu sais, c'est un milieu, je pense pas que, tu sais, peut-être dans l'enseignement, c'est similaire aussi, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de milieux où on a autant besoin de l'expérience humaine pour être capable d'être dans une continuité, tu sais. Je sais pas Moi, ce je que vous serais en très pensez. curieux d'entendre Tania là-dessus. Moi, je pense qu'être au camp, c'est une histoire de valeur. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire de gens, comme dit Denis. Si tu n'es pas là pour transmettre quelque chose, puis vivre quelque chose avec les autres, ben, tu n'es pas au camp. Tu n'es pas au camp du cours, tu sais. Fait que moi, je pense que oui, c'est ce qui nous lie. C'est ce qui nous permet de grandir chacun dans ce qu'on transmet, dans ce qu'on reçoit. Même moi, à la Sécu, tu sais, ma passion, c'est les gens. C'est de relier les gens, c'est de mettre les gens en contact, c'est de faire grandir les gens dans les projets qu'on mène, c'est d'aller chercher les talents. Tu sais, je faisais ça autant avec mes moniteurs, puis je reconnaissais la petite graine là, qui ferait pousser le grand homme là, dans chacun. Puis, tu sais, dernièrement, on est allé chercher Denis sur le projet de formation des directeurs de camp, puis quand on cherchait qui, tout de suite, j'ai dit, il faut Denis Jean. Je le savais, c'était ça. Écoute, c'est super gentil, Tania.
il y a eu une vague menée au niveau des entreprises qui s'appelait le système ISO. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, tout le monde se targuait d'être ISO, c'est-à-dire que le système ISO, c'est des procédures que tu appliques pour avoir toujours le même résultat. OK. Le système ISO, puis j'ai vu quelques camps se doter du logo ou de l'appellation ISO qui voulait dire, ben nous, peu importe les individus, on va arriver au même résultat. C'est faux. C'est impossible en camp parce qu'il y a autant de problématiques, puis de résultats, puis de solutions qu'il y a d'individus. Parce que entre ça, puis fabriquer des pneus d'auto, entre voir grandir un enfant, puis flipper des boulettes chez McDo. McDo, je comprends ça, moi, qui sont ISO, qui étaient capables à l'époque parce que tu as 30 secondes d'un bord puis 30 secondes de l'autre, puis ta recette, c'est la même, mais quand tu vois un moniteur qui arrive au camp pour sa première fois, qui pleure les premières journées parce que c'est la première fois qu'il part de chez eux puis qu'il s'ennuie, ou c'est sa première peine d'amour qu'il vit, ou encore il manque d'intimité puis il manque de confort, mais tu te dis, je ne peux pas prendre une recette parce que tel moniteur X a besoin de... Soit que je lui dise de s'en aller parce qu'il n'est pas fait pour ça, puis ça, c'est cruel puis c'est plate, mais c'est arrivé quelquefois que j'ai dû le faire, ou que je lui dise, donne-toi un peu de temps. Les 2 premières semaines, c'est toujours tough. Puis je te jure que tu vas aimer ça à la fin. C'est comme moi quand je suis arrivé à Trois-Saumons où je les prenais toutes pour des débiles profonds, puis que finalement, au bout du compte, je suis devenu le pire des débiles profonds qu'il y avait. Là. La transmission, ça passe d'abord et avant tout par la connaissance puis l'écoute de la personne que tu côtoies. Si tu prends le temps, ben, tu vas t'en faire un allié, puis tu vas en faire une bonne personne. Puis moi, l'expression « une marche à la fois », je l'ai tout le temps véhiculée, qu'on allait construire une brique à la fois, qu'on allait monter une marche à la fois, mais ça se transpose au niveau des individus qui travaillent pour toi. Tu ne peux pas dire, ben, écoute, notre objectif, c'est là. Là, tu pars de la Terre, puis notre objectif, c'est 18 pieds plus haut, puis on se reverra dans 18 pieds. Ben moi, le premier pied est important, puis le deuxième, puis le 3, puis le 4, puis le 5. L'accompagnement, dans le fond. Pardon? C'est de l'accompagnement. Ben oui. Ben oui. Vas-y, François. Ben en fait, moi, ce que je dis souvent là, par rapport au monde qui travaille pour moi dans mon équipe, ce que je leur dis, c'est que moi, je vais toujours être là, peu importe ce qui arrive dans leur vie à l'extérieur du camp, ben, je veux dire, j'ai le goût de les aider par rapport à ça. Puis, c'est pas n'importe quel job que tu as l'impression que faut que tu le fasses. Pas par. Moi, je me sens pas obligé de le faire. C'est juste que j'ai l'impression. C'est un peu mon devoir envers eux. Premier job, je veux les accompagner là-dedans. Puis, je vais toujours me rappeler d'une situation où il y a un animateur qui était excellent, qui arrivait toujours en retard, puis c'était vraiment un problème. Puis, moi, je le savais que c'était sa première job, mais ça reste que faut trouver la ligne entre l'autorité et l'accompagnement dans le travail. Puis ça, souvent, quand tu l'appliques bien, ça devient les personnes qui sont les plus fidèles dans ton équipe parce qu'ils ont du respect pour toi. Être respecté et non être craint, c'est tellement quelque chose d'important, sans être le clown qui est en avant quand tu es le directeur, mais d'être capable de faire monter ton équipe, peu importe à quel niveau ils sont. Puis tantôt, tu disais de quoi, Tania, puis je voulais vraiment rebondir là-dessus. Là. Tu disais, tu commences à faire vraiment partie du camp et tout. Moi, ça m'a comme juste inspiré que ça vous est-il déjà arrivé des fois de manquer une mini-activité ou encore quelqu'un qui manque une mini-formation puis qui le regrette parce que tout le monde lui parle que c'était donc la chose que tu aurais dû être là. Puis là, tu es en train de te dire, coudonc, il ne faut rien que je manque au camp, dans le fond. Toutes les activités autour, je veux être là avec mon groupe à tel événement parce que tu ne veux rien manquer. Tu ne veux pas te faire compter le camp. Tu veux toujours être là quand il y a quelque chose d'incroyable qui se passe comme ça. C'est une grosse aparté, mais voilà. Oui, puis c'est vrai. Puis, mais je pense que, tu sais, François... c'est correct parce que... T'es-tu là, Denis? Vas-y, Guillaume. Oui. Mais ce que tu disais, François, sur le fait que. Je pense que c'est la faute. Ben, tu sais, sur le fait de la. Tu sais, on en a parlé il y a 2-3 épisodes de la ligne. Oui. Tu sais, faut-tu. Bon, c'est quoi le bon comportement à adopter avec ton staff, tout ça. Mais ce qui est aussi. Il y a 2 affaires. La première chose, c'est que tu vas apprendre. Toi, tu le sais, mais on va apprendre vraiment tard que cet apprentissage-là est sans fin. Parce que même à 55 ans, 60 ans, ou peu importe ton âge,
dans la gestion personnelle ou dans des gestions de situation, tu vas te tromper, tu vas apprendre tout ça. Mais je pense que puis la deuxième affaire, c'est que moi, c'est un truc que les gars m'ont vraiment, vraiment appris, là, c'est que tu perdras jamais à être toi-même. Puis le meilleur gestionnaire va être, pour moi, être un gestionnaire qui va être capable de dire à son monde, hey, là-dessus, là, mettons, je me suis vraiment planté. Je me suis vraiment planté là-dessus. Mais je pense que, puis on en a parlé aussi dans ce même épisode-là, qui était de dire, par exemple, une chose où tu dois être impeccable, c'est quand tu dis que tu es présent, tu es présent. Puis ça veut pas dire que genre, faut toujours que tu sois là 24 heures sur 24. Tu sais, les gens vont comprendre que tu as un rythme de vie, surtout quand tu es un directeur de camp, mettons, plus vieux, tu as une famille, tout ça. Mais ça reste que quand tu es là au camp, puis tu sais, les deux, je pense que vous êtes des bons exemples, Tania puis Denis, mais on est là pour vrai, là, tu sais. Puis on va vraiment te backer. Mais ça, c'est tellement pour les gens qui nous écoutent, là, qui commencent, là, c'est l'affaire, je pense, la plus difficile de trouver sa ligne, puis trouver de. À un moment donné, tu te rends compte que dans le fond, c'est juste d'être soi-même, mais ce soi-même-là, il faut le trouver. Là. Effectivement. Puis soi-même là, dans un mode éducateur, un mode mentor, un mode accompagnateur, c'est pas toujours évident quand la différence d'âge n'est pas très grande. Comment on se différencie? Bien, effectivement, en restant soi-même, en donnant le meilleur de soi-même, en partageant qui on est avec les autres. Les ressources que tu as dans toi, ben, sont inestimables parce que tu es capable de les partager. Moi, j'essaie tout le temps d'aller chercher ça chez les autres aussi. Fait que le meilleur de soi, c'est là qu'on s'en va quelque part ensemble. C'est assez simple. La ligne, c'est quand tu te couches le soir, là. Es-tu heureux avec ta décision ou pas? Toi, personnellement, es-tu à l'aise avec ça? Est-ce que tu as fait mal à quelqu'un inutilement ou malgré le mal temporaire que tu as pu y faire, c'est qu'au bout du compte, est-ce que cette personne-là en aura profité de cet apprentissage-là? À partir du moment que tu n'es pas bien d'une décision, ce n'est pas une bonne décision. Parce que c'est toi qui bosses, c'est toi le directeur, que tu le veuilles ou pas. Puis ça, il faut que tu l'assumes aussi. Puis les premières années, tu l'as fait comme erreur, je l'ai fait longtemps comme erreur. Tania a dû la faire aussi comme erreur. François, je te connais un petit peu moins. Mais les premières années, j'en ai fait, puis je vais en faire des erreurs. les premières années, on veut faire tellement plaisir à tout le monde qu'un moment donné, ben, tu dis, hey, Colin, j'ai permis ça, mais là, je ne l'ai pas permis à un autre, puis quelles conséquences ça va avoir sur les enfants. Donc, c'est toujours de se coucher et se dire, ben, moi, je suis à l'aise avec cette décision-là, puis je serais capable de la défendre aussi. Ouais. Puis moi, je pense, par exemple, que c'est impossible de. J'exagère, impossible, c'est un mot intense, là, mais que quand mettons, je me rappelle, je me compare à quand je commençais, puis j'ai été privilégié, j'ai eu des directeurs qui m'ont toujours accompagné dans mes décisions, mais genre, c'est impossible, mettons, d'être DG adjoint à 21, 22, mettons, puis de gérer tes amis qui ont 19, 20, puis de prendre des bonnes décisions, genre. Mais je pense que là où ça t'aide, c'est de se dire comme, OK, là, tu étais correct, ou d'avoir quelqu'un qui t'aiguille. C'est pour ça quand on parlait tantôt, il y a 15 minutes, d'avoir quelqu'un qui t'enseigne ça puis qui t'accompagne, comme Tania disait. Moi, je te dirais, quand la mission du camp est claire, quand les valeurs sont claires, ça te donne vraiment des bases sur lesquelles t'appuyer. Oui, vraiment. Si c'est solide dans le camp, la ligne se trace quasiment tout seul. Ouais. Mais ouais, c'est clair. C'est clair, mais je pense que c'est important quand tu commences d'avoir quelqu'un qui t'oriente des fois pour te dire ça, c'est un bon mot. Denis en a eu, vous en avez eu. Hey, écoute, moi, là, honnêtement, là, si j'avais pas, je veux dire, moi, mes mentors, là, je me compte tellement chanceux de les avoir eus. Je veux dire, j'ai eu Pierre Langevin, Jean-Olivier Nicolas, puis Billy, mais comme, pour moi, là, ils étaient dans leur prime en plus. Là. Je veux dire, j'étais tellement inspiré par eux, puis j'avais tellement le goût de le transmettre, le feu sacré, puis d'être sympathique et professionnel. Là, je ne sais pas combien de fois je les ai entendus, ces termes-là. Puis, tout ça pour dire que je ne sais pas si... en fait, on va s'entraîner un petit peu sur une autre question. C'est que vous, c'était quoi la différence d'âge que vous avez eue la plus rapprochée de votre staff, vu qu'on était un petit peu là-dedans? Parce que moi, quand j'ai commencé à être cordeau, j'avais 20 ou j'avais 21, puis j'étais quand même avec du monde plus âgé. Moi, j'étais comme le cordeau qui était le plus jeune pour diriger mon équipe et tout.
Puis la ligne, au début, là, maudit que je n'étais pas le meilleur pour la respecter parce que justement, j'avais 21 ans. Mais de toujours me ramener par rapport à ça. Mais vous autres, c'était quoi votre différence, mettons, directeur staff ou coordonnateur staff? En fait, voilà. Ben, j'avais 21 comme toi. Ouais. Puis, tu sais, l'autorité s'est assise sur mon leadership. Je pense, ouais. Sur de la compétence que j'avais qu'ils n'avaient pas, puis ils se sont comme backés sur moi là-dessus. J'avais des ressources, comme je disais, en dedans de moi, que je pouvais partager, que les autres n'avaient pas. Puis c'était ça le véhicule, là, en quelque part. Toi, Denis? Ben, écoute, quand je suis arrivé à Trois Saumons, je suis arrivé tard, hein, mais j'avais 21 ans comme moniteur, mais il y avait des moniteurs de 23, 24 ans, là, tu sais, des vieux de la vieille, là, des vraiment. Puis, cette gang-là est partie. Moi, je suis resté. Puis là, il y a comme une nouvelle gang qui est arrivée. On s'est liés d'une grande, grande, grande amitié. Là, on est devenus, puis je le cache pas, on était le noyau fort de Trois Saumons comme moniteur, là. Puis, ben, j'ai eu un poste de cordeau après ça, mais eux sont restés moniteurs. Ça a été assez difficile, là. Mais aujourd'hui, c'est encore mes amis, là, je les ai sur Facebook, on se parle régulièrement, on niaise sur le site des anciennes Trois Saumons, puis tout ça, puis on se compte des anecdotes. Mais je veux revenir en parlant d'anecdotes au phénomène du mentor. Moi, j'ai eu un mentor qui s'appelait Pierre Bigouette, qui était vraiment, après l'abbé Cloutier, il faut comprendre que Trois Saumons a eu 3 directeurs généraux. Là, on est au 4e pour quasiment 70 ans d'existence, ce qui est très rare. Donc, tu as eu l'abbé Cloutier, après ça, Pierre Bigouette. Moi, je suis arrivé sous le régime de Pierre Bigouette, qui était extrêmement sévère. Vraiment, là, il y avait sa conception, puis sa vision des choses. Puis, à ma première année comme directeur à l'automne, parce que mon premier poste de directeur, c'était directeur des classes rouges, probablement qu'il avait trouvé personne d'autre. Puis moi, je venais de finir mon bac, fait que ça donnait bien. Pierre me fait faire une tournée de camp qu'on appelle. Puis là, on arrive aux toilettes puis aux douches en dessous de la 36-37 qui est devenue l'école de voile aujourd'hui. C'était des douches miteuses. Puis là, Pierre, il me dit, de façon très paternaliste, mais adorable, tu ne te gênes pas, tu vas dans le drain, il y a toujours des cheveux qui sont là. Fait qu'il met sa main, puis comme il faisait sombre à mourir, c'est pas des cheveux qu'il a ramassés dans la douche. Et puis là, c'est là que j'ai compris que il faut être capable de se mettre les mains dedans, sinon ça ne marchera pas. J'ai compris ça à Bruchésie, moi. Oui, hein? Oui, quand il fallait aller crinquer la pompe à soir. Ça, c'est autre tâche connexe, hein, c'est ça? Vraiment, vraiment. Il fallait que ça marche, tu sais. Mais t'avoueras, Tania, que, en tout cas, moi, à Trois Saumons, c'est là que j'ai tout appris. J'ai appris à faire de la bouffe, à conduire. Pierre Bigouette me permettait de conduire le camion rouge à l'époque. Je n'avais même pas de permis de conduire. Bien, certain. Je conduisais sur le site du camp, c'était merveilleux. J'ai appris à gérer du personnel. Je me débrouille un petit peu en plomberie aussi à cause du camp. Mais j'ai surtout appris à respecter les gens. C'est dans leur force, dans leur faiblesse, dans leur capacité puis dans leurs limites. C'est ça que j'ai appris le plus. Puis ça me sert encore aujourd'hui. Je travaille dans le communautaire, je travaille avec des gens que je considère qui sont différents de moi, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, puis tout ça, mais je les respecte tout le temps. Puis quand je leur rends service, au bout du compte, j'ai toujours un retour d'ascenseur. Des fois, c'est juste un bec, des fois, c'est juste un petit mot que je reçois sur Internet, des fois, c'est plus grandiose que ça. On se porte volontaire pour être bénévole, pour aller porter des personnes âgées à l'hôpital, puis tout ça, mais le respect amène le respect, hein? Puis je pense que c'est toi qui en parlais tantôt, du respect. Moi, que je chicanais un gars qui avait 6 pieds 2, là, j'avais pas peur, puis j'en mesure 5 et 5. Ça m'énervait pas parce que je n'étais pas obligé de me fâcher. Je suis obligé de le regarder et de dire, écoute, ça ne marche pas, mon homme, là. Mais ça, c'est du respect. Au même titre que je regardais un grand 6 pieds 2 puis je disais, maudit que tu fais une bonne job. On est vraiment chanceux de t'avoir avec nous autres. Tu sais, travailler avec l'humain, là, c'est assez indéfinissable. C'est beaucoup émotif, c'est beaucoup du senti, c'est beaucoup du ressenti, puis de dire, ben ça vaut la peine ou ça ne vaut pas. Des fois, il y a des gens qui me disaient au camp, Denis, tu me parles rarement.
je te parle rarement parce que tu n'en as pas de besoin. Je donne mon temps à ceux qui en ont besoin. Toi, là, si tu veux venir me parler, tu cognes à mon bureau, il n'y a pas de problème, on va se parler, puis tout ça. Mais si je ne prends pas le temps à chaque jour d'aller te dire bonjour ou de savoir comment ça va, c'est que je mets mon temps sur quelqu'un qui en a de besoin. Puis toi, actuellement, je pense que tu n'en as pas de besoin. Tu vas super bien, tu fais une belle job, tu es fin avec tout le monde. Mais si tu veux me parler, viens me parler. C'était assez égal, cette affaire-là. Là. Puis si je peux compter une bonne anecdote qui peut décrire ce que Denis vient de raconter, là, rapidement. Là, parce que tu l'as vécu. Oui, exact. Quand j'étais, je l'ai dit souvent dans le podcast, là, dans le fond, quand j'avais 15 ans, à 15 ans, j'étais aux cuisines. J'ai travaillé aux cuisines pendant tout l'été. Ça s'appelait les renards, ça. Les ratons, c'est ça. Les ratons. Les ratons. Puis, faire une histoire courte, quand j'ai rempli ma fiche d'employé, j'avais écrit que j'étais bilingue, ce qui était totalement faux. Fait que là, je finis les cuisines, j'ai 15 ans. Puis il reste 2 semaines à l'été, mais moi, je quitte avant les 2 dernières semaines de l'été. Je retourne chez nous, mon été est fini. Je reçois un appel du camp un samedi. C'est Denis qui est au téléphone qui me dit Guillaume, écoute, demande un groupe du camp d'anglais qui rentre puis nous manque un moniteur. Puis sur ton truc de CV, tu as marqué que tu étais moniteur. Tu étais bilingue. J'avais 15 ans. Fait que là, ils s'attendent-tu? Là, je fais ouais! Genre, parce qu'à l'époque, être moniteur à 15 ans, ça n'existait pas, là, c'était impossible. Fait que là, je rentre comme moniteur, puis tu sais, la piqûre incroyable, je capote ma vie, mais j'avais 15 ans, je suis pas allé au salon du personnel, je suis resté avec mon groupe tout le long, puis j'ai pas, c'est la circonstance du moment, j'ai pas été dans le trip de gang moniteur, j'ai vécu ça avec mon groupe et j'ai capoté. Mais quand le séjour a fini, Denis, souvent, pas juste ce jour-là, mais au camp, il y a un endroit où, à la fin de la chaîne de bouffe, quelqu'un donne le plateau ou aide au plateau pour X raisons, parce qu'il y a plein de trucs à mettre sur ces plateaux. On appelle ça faire le trottoir à Trois-Saumons. Là. Puis Denis était au trottoir. Puis là, il disait des blagues, là, il faisait son Denis Jean. Puis là, moi, j'arrive. Puis là, il faisait son Denis Jean. Puis c'était très sincère. Là. Puis là, il me met la main sur l'épaule. Je pense que je ne l'ai jamais dit, mais en tout cas, il me met la main sur l'épaule. Puis là, il me dit toi, en tout cas, tu vas vraiment faire un bon mentor. Mais moi, Denis, on s'est parlé comme 2 fois. Là. Il a accueilli mes parents. On s'est peut-être parlé dans la cuisine une ou 2 fois là, parce que, genre, il me faisait des jokes avec Thérèse parce que j'avais le même nom de famille que la cuisinière. Puis, genre, là, la 3e fois, c'était au trottoir du camp. Mais ce 15 secondes-là qu'ils me prennent le temps de me dire tu vas être un excellent moniteur, ça a tout changé. Là. Tout. L'année d'après, j'avais que hâte de rentrer comme moniteur. Puis ce 15 secondes-là m'a donné la validation que, genre, tu sais, Guillaume, parce que, tu sais, j'avais pas tant embarqué dans le trip de gang, puis j'avais fait mes affaires avec mon groupe, tout ça, mais qui m'avait quand même dit, check, ce que tu as fait, c'est vraiment de la bonne job. Puis je le savais qu'il m'avait vu parce que Denis, quand il faisait ses speeches de staff à chaque semaine, des fois, il sortait des trucs sur les gens que genre, t'avais des trucs du genre, t'as fait telle affaire avec ton groupe, c'était vraiment bon. Vous avez vu remarqué, lui, hier, il a fait ça. Puis, tu sais, parce que c'était sa force, là, il voyait tout. Là, il voyait tout ce qui se passait. Fait que, ouais, c'est vrai que Denis faisait ça. Est-ce que tu les Tania, avant de te laisser la parole, Tania, je veux juste ajouter 2 choses. Guillaume, cette fois-là, il avait fallu que je monte sur un banc parce que mettre ma main sur ton épaule, ça n'arrivait pas, ça ne marchait pas. Puis, souvent, là, des trucs que je donne à des nouveaux directeurs, c'est quand vous allez à la cafétéria, là, asseyez-vous au bout. Soyez le dernier à manger, premièrement, le dernier à vous faire servir. Puis installez-vous à une place où vous allez voir tout le monde. C'est qui jase avec ses enfants, c'est qui jase pas avec ses enfants, c'est qui que les enfants agacent comme moniteur, puis que le moniteur agace comme ses enfants. C'est tellement révélateur. Puis, tu sais, au moins un bon 3 heures par jour, 1h30 le matin, 1h30 le soir, là, tu n'as rien à ton agenda. Tu te promènes sur le camp. Tu n'as rien que te promener. Tu t'assois, tu regardes, puis tu observes. Tu sais, des monitrices qui ne sont pas des super vedettes en animation, mais que tu les vois en train de brosser les cheveux des petites filles, puis de jaser avec les petites filles, se dire « Hey boy, ça, c'est le bonheur total. » Les enfants ils ont ce qu'ils ont besoin là. C'est-à-dire, non pas des fous comme animateurs, parce que il y a des années que j'ai eu que des fous comme animateurs, j'ai failli virer fou moi-même. Ouais. Ça nous prend une belle balance entre les materneux et les animateurs. Mais pour ça, pour le découvrir, puis pour l'apprendre, puis le comprendre surtout, il faut que tu te donnes du temps de le faire, de t'asseoir sur le bord du quai hanté, puis de regarder aux activités individuelles, comment ça se passe sur le lac.
C'est qui va jouer avec ses enfants, même si c'est des activités individuelles? C'est qui a pris le temps d'enfiler le VFI à chacun de ses enfants parce qu'il veut être sûr que son enfant va être en sécurité? Mais ça, on dit souvent dans les camps que l'urgent pousse l'important. Puis l'urgent, souvent, c'est le code du bâtiment, c'est la prévention des incendies, c'est il manque le MAPAC qui se pointe. Le MAPAC qui se pointe. Et on oublie l'important. Puis l'important, c'est d'être tout le temps le porte-étendard, de dire gardez les yeux sur les humains. On s'organisera bien, ou le CA, puis c'est sa job au CA d'ailleurs, le CA s'organisera bien avec le MAPAC, puis il s'organisera bien avec le code du bâtiment, puis prévention des incendies. Puis autant j'apprécie les nouveaux directeurs pour tout leur modèle de conciliation de travail-famille, des fois, je trouve qu'ils sont un petit peu beaucoup administrateurs, très planificateurs au niveau des chiffres, des choses comme ça, puis c'est correct. Mais n'oubliez jamais, jamais l'humain qui est dans votre camp. C'est ça votre force, c'est ça la raison d'être d'un camp, c'est l'humain. Exact. Ben, puis je serais curieux, on peut peut-être aller ailleurs, là, mais parce que là, les gens, ils vous écoutent, là, puis là, ils font comme aïe, Tania puis Denis, c'est des machines de guerre de camp, ils ont tout vécu, ils ont tout vu. Moi, je suis bouche bée. Mais je serais curieux, avez-vous des bons... puis je pense qu'on peut appeler ça quand même un bon souvenir d'un truc, parce qu'on l'a posé souvent aux invités qu'on a eu dans les différents épisodes, le fameux moment là, où vous vous dites, puis ça c'est quand même bien terminé, là, mais le moment où vous vous êtes dit qu'est-ce que je suis en train de vivre? Tu sais, Tania t'a donné un petit exemple, la pompe tantôt à craquer, tout ça. Là. Oh. Mais je ne sais pas si vous avez d'autres souvenirs de moments où vous vous êtes dit qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Comme gestionnaire de camp. Moi, j'en ai un, là, puis Denis, puis moi, on l'a vécu ensemble. Ah, pour vrai, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais. En 2005, on est allé à Tri-State, le congrès qui réunit là, dans l'État de New York là, les 3 États. C'est à Atlantic City, là, effectivement, qu'on allait. Puis on s'en allait promouvoir le congrès mondial 2008 qu'on recevait à Québec, là, le congrès international des camps. Et on est arrivé à Tri-State, là, et là, moi, c'était la première fois que je voyais un congrès de monde de camp aussi gros que ça, là. Puis que là, je me suis sentie reliée, là, avec tellement de professionnels, là, puis de d'autres langues, de d'autres pays, puis j'en revenais pas. Puis Denis, il avait la peur de sa vie d'aller là. Parce qu'il dit, Tania, je parle pas anglais. Comment je vais faire? J'ai dit, Denis, circule, profite, observe, comme si c'était dans un camp, tu sais. Et Denis, là, il est rentré dans le salon des fournisseurs, là, et je vous le dis, c'est comme s'il était à Walt Disney des camps. Ça, c'est un moment qu'on a vécu ensemble, là, tellement incroyable qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Wow! Tu sais, on a le privilège d'assister à ça, de vivre ça, d'être rendu là, C'était quelque chose, hein? Ah oui, c'était Tri-State, là, c'était un peu démentiel parce que c'est démesuré par rapport à ce qu'on connaît nous autres au Québec. Je me souviens du gars qui est de religion juive qui était à côté de nous et super sympathique, là, puis là, il m'avait dit, je ne serai pas là demain parce que c'est le jour du sabbat, puis nous, on ne peut pas travailler. Tu sais, juste ça, c'était super. Mais ce qui m'a marqué le plus à Tri-State, c'est qu'il y avait, je ne l'ai jamais caché, je suis gay, puis je ne l'ai jamais caché dans le monde des camps. Je n'ai jamais eu de problème avec ça, ni de la part des parents, ni de la part des enfants, ni de la part des moniteurs. Mais il y avait 3 ateliers cachés à Tri-State sur être gay en monde de camp. Qu'est-ce que tu veux dire caché, Denis? Ben, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans le programme officiel. OK. Mais on savait qu'avant le déjeuner, à 7 heures, dans telle salle, tout le monde qui avait un peu la cause de c'est pas parce que je suis gay que je ne peux pas être directeur. Et puis, je me suis surpris à parler en anglais. Puis, à lui demander pourquoi il fallait qu'aux États-Unis, on soit obligé de faire des ateliers là-dessus, alors qu'au Québec, j'avais dit dans mes mots, I'm not gay, I'm Denis. But ce que je fais dans mon lit, ce n'est pas de vos affaires. Là, puis ce n'est pas des affaires des parents de mes campeurs, puis ce n'est pas des affaires de mes directeurs. Puis ça m'avait comme décliqué après ça. Puis qu'on était revenu,
Au Québec, ben, l'année d'après, je pense, ou quelques années après, j'avais donné un atelier qui s'appelait Sexe, drogue et camp de vacances au congrès de la Sécu. Puis ça avait comme bouleversé du monde. Là. Je revois le père Carmel là, qui était venu me voir après puis qui me disait je ne suis pas sûr, moi, que je tolérerais ça, qu'il y ait des relations entre deux gars puis deux filles. Mais bon, autre temps, autre mœurs. Là, mais Tri-State, pour moi, ça a été comme dire ça confirme. Moi, je n'ai jamais été gay. Je suis Denis. Maintenant, ce que je fais le reste du temps, ce n'est pas de vos maudites affaires. Là. Ça a été un moment heureux et marquant. Il y en a eu plein d'autres. Le nombre de moniteurs et de monitrices qui sont venus se marier sur le site de Trois-Saumons. C'est fou, ça. Fait que moi, Denis, peux-tu nous parler des lutins de Trois-Saumons? Bien, en fait, quand j'étais moniteur, j'étais assez mal commode. Là. Moi, j'étais un faiseur de coups dans la vie, de toute façon. Là. J'aime ça. Mais des bons coups, là. Pas des affaires méchantes ou humiliantes. Là. Des affaires drôles. Moi, j'aime ça. Puis, le club des lutins, en fait, il a parti du fait que je n'étais pas grand, puis je me faisais souvent agacer avec ça. Pierre Langevin m'appelait tout le temps son lutin. Et puis, on avait accepté dans le club des lutins les 5 pieds et 5 et moins. Tous ceux qui avaient plus que 5 pieds et 5 ne pouvaient pas embarquer dans le club des lutins. Donc, ils n'étaient pas au courant des coups qu'on faisait. Puis les coups, on les préparait à ce qu'on appelait l'endroit le 65. Qu'est-ce que c'est le 65? C'est qu'on a 2 huttes à Trois-Saumons qui s'appellent la 32-33. Puis derrière, il y a un site de feu qui est hyper caché. Donc, 32-33, 65. Fait que là, on passait dans la journée et on disait 65. 65. Ça voulait dire qu'après le couvre-feu, on allait préparer un mauvais coup, mais un mauvais coup, des bons petits coups, là, jamais rien de méchant, là, puis mais un des exemple de bon coup. Pardon? Un exemple de vraiment bon coup. Ben écoute, c'est sûr qu'il y a eu une coupe de table de pique-nique d'empilée devant la porte de la cafétéria. Il y a eu des canaux remplis d'eau dans la cafétéria. C'est sûr qu'on a poussé l'audace à tout mélanger les cadenas du camp. Ce n'était pas des clés uniques à l'époque, c'était plusieurs clés. Mais ce n'était pas tant le résultat du coup que le plaisir qu'on avait d'être ensemble, nous autres, en se disant « Waouh, on pète le couvre-feu » puis tout ça. Puis quand je suis devenu directeur, s'il y a une affaire qui m'énervait, c'était qu'un moniteur pète le couvre-feu. Puis un gars adorable de Jonquière qui était venu comme moniteur, il venait de tomber en amour. Puis je savais qu'il pétait le couvre-feu régulièrement. Fait qu'un soir, j'ai dit « Mon petit maudit, tu ne m'auras pas. » Je suis allé me coucher dans son lit et je me suis endormi dans son lit. Quand je me suis levé le lendemain matin, il était couché en petite boule à côté de son lit, puis moi, j'étais dans son sac de couchage bien heureux. Puis là, quand je me suis levé, il s'est réveillé. Je dis je pense qu'on n'a pas besoin de se parler. Hein? Il dit non, on n'a pas besoin de se parler. Ciao, bonne journée. Mais toi, Tania, étais-tu une joueuse de coups ou genre j'aimerais ça que tu nous comptes aussi ton meilleur coup? Écoute, moi, j'ai toujours été la fille qui se tenait avec les gars. Puis encore aujourd'hui, dans les congrès, puis tout ça, avec ma gang de men, ils vont se reconnaître. Salut les men. Moi, je suis une fille de boys club. Fait que là, les gars, ils se réunissaient souvent pour faire des coups. Puis moi, j'étais comme tout le temps en game avec eux autres. Tu sais. Puis il y avait surtout mon collègue moniteur, Pollux, tu sais. Christian Laurence, là, qui a fondé le mouvement Cinéma Kino, là, de cinéma amateur là, à Montréal. Fait qu'on a fait notre PAM ensemble, puis après ça, on faisait des coups ensemble. Puis on signait toujours des rapports, parce qu'il fallait faire des rapports de campeurs à cette époque-là, mais nous autres, on faisait des rapports fictifs, tu sais, puis on se donnait des noms de moniteurs fictifs, puis on se trouvait bien drôle, là, tu sais. Tout l'été, on en faisait, puis on souffrait des nuits blanches à faire les coups, mais ça valait tellement la peine. Hey, moi, je peux en compter un bon, bien rapide, là. Dans le fond, c'est qu'à un moment donné, dans une semaine où on avait des groupes du congrès de l'enseignement, la CSQ, où ils sont à Québec. Puis eux, dans le fond, ils m'appelaient pour dire écoute, François, on veut faire un camp sur 4 jours. Tu mets les meilleurs animateurs possibles. On va te payer ça s'il faut, mais on veut vraiment que ce soit au saisonnier, blablabla. Fait que, mettons, moi, je me mettais comme animateur. Puis je mettais ma gang de chums vraiment, vraiment proche de moi pour cette semaine-là, bonbon avec les meilleurs jeunes possibles. Là. Puis il se créait là une genre de mini-rivalité de très bon goût entre les groupes. Puis à un moment donné, il y avait un groupe qui s'appelait Les Poulets. Puis nous autres, on a poussé la joke à mettre des sachets de soupe Lipton dans leur pommeau de douche. Fait que ça a coulé de la soupe Lipton
sur le groupe. Puis pour vrai, là, quand ils sont sortis dans la j'étais ah! L'eau, là, elle sent tellement là, la poudre de bouillon au poulet. Nous autres, on était morts de rire. Puis mes jeunes, ils m'ont stoulé à ce groupe-là. Puis mon coup s'est reviré contre moi parce qu'ils savaient que j'allais me déguiser en Drago Malfoy dans Harry Potter. Fait que j'avais un bleach pour mes cheveux. Puis ils ont acheté de la teinture orange. Ils ont ouvert mon sachet de bleach. Fait que ça m'a teindu orange. Fait qu'il a fallu que je change mon personnage pour Ron Weasley. Pour Ron. C'était des Belle adaptation. Oh oui, ben il fallait. J'avais un jeu d'Harry Potter de monter. Là. Je ne pouvais pas me transformer en Fifi brin d'acier puis me gosser quelque chose. Mais ça, c'était un maudit bon souvenir. Mon meilleur fait d'armes, nous, c'est on avait mis dans ma dernière année, avant-dernière ou dernière année, on avait sorti la cafétéria dehors dans la nuit. Fait que dans le fond, toutes les tables, toutes les chaises. Puis les jeunes, dans le fond, on avait checké la météo, on était quand même responsables. Puis le lendemain matin, dans le fond, il avait fait super beau, puis les jeunes avaient déjeuné dehors. Mais puis dans le fond, j'ai fait quelques coups dans ma vie. Là. J'aimais faire des coups, mais pas genre en abondance. Mais ce que j'aimais faire, c'est je voulais absolument pas que les gens sachent que c'était nous, genre. Fait que quand on avait sorti la CAF, on l'avait fait quasiment au milieu de l'été, puis il y avait quasiment un mois qui s'était écoulé entre le coup puis le souper de fin d'été. Puis dans le fond, le coup, on l'avait fait avec, on faisait souvent exprès, là, mais on avait pris que des nouveaux moniteurs. On était 5 ou 6 à avoir fait le coup. Puis dans le fond, parce que les gens les soupçonnaient jamais. Puis dans le fond, on les prenait à part en leur disant comme, tu sais, nous, on était des méga anciens. Fait que là, on leur disait, hey, on voudrait faire un coup, tu n'as pas vraiment parlé à aucun de tes amis. Puis on prenait des gangs séparés. Fait que là, en tout cas, il y avait comme un petit schéma. Puis au souper de fin d'été, on avait genre chanté, on avait dit, j'ai mis la CAF sur l'ADM, puis personne ne se doutait. Puis les gars se sont levés et se sont venus en avant avec nous. Puis c'était vraiment hot. C'était vraiment. Les coups, on devrait faire un épisode juste sur des coups, François. Ah, je pense que oui. Je pense que ça pourrait être vraiment mais les classiques là, de voilier dans la cafétéria. Puis, nous, on avait mis des réveils matins du Dollarama, genre à des heures différentes dans tous les dortoirs. Puis on l'avait mis dans notre dortoir pour pas que les. Mais tu sais, en tout cas, ça avait. Faut pas que je me mette à compter des coups, j'arrêterai plus. Moi, je vais me permettre de vous en compter un. Ma première automne, comme directeur des classes rouges à Trois-Saumons, on manque de staff. Fait que là, ils font venir les vieux de la vieille de Minogami, puis du monde qui ne travaille plus pour les camps, des Jacques Poulain de Saumon, tout ça, qui ont à peu près 10 ans de plus que moi. Pendant cette fin de semaine-là, on reçoit la maîtrise de Québec, les petits chanteurs de la maîtrise de Québec avec sa directrice de l'époque qui était très rigide. Puis c'était interdit de mettre des jeans. Alors moi, le petit cul, nouveau directeur, je vais expliquer ça à des vieux de la vieille. Pas de jeans à partir de demain, on n'a pas le droit. Les gars sont tous arrivés en jupe quand l'autobus est arrivé. Et la fin de semaine d'après, c'était les 80 ans de l'abbé Cloutier, le fondateur du camp. Puis ces vieux-là savaient que l'abbé Cloutier, la seule toilette où il allait, c'est la toilette dans la cafétéria. Alors, à ces 80 ans, les gars ont mis du saran wrap sur le bol de toilette. Non! Oui, madame. Oh, mon Dieu. Oui, fait que je viens de la bonne école. Oui, hein? Mais, tu sais, vous parlez d'un épisode sur les coups, mais il y a des anecdotes aussi. Juste des anecdotes que tu n'as pas provoquées, puis tu te dis, mais c'est malade. On a eu des vélos de montagne à Trois-Saumons une année, puis on recevait l'Institut Saint-Joseph, puis c'était toutes des religieuses comme enseignantes. C'était probablement la dernière gang de religieuses. Puis je lui dis, on prend les vélos, puis on descend au Belvédère. Mais ceux qui sont déjà venus à Trois-Saumons et qui connaissent la côte du Belvédère, là, c'est complètement débile. Fait que là, on part, puis là, je lui dis, les madames, les freins tout le temps. Mais non, eux autres, ça part, là, puis ça descend, ça passe tout droit du Belvédère. Là, je me suis dit, m'en trouver 4-5 de mortes en bas. C'était long, la côte, là, c'était super long. Fait que je me rends jusqu'en bas, puis les bonnes femmes étaient tout le temps mortes de rire, puis c'était comme le bonheur de leur vie là, qui venait de vivre là. Ça n'avait pas de bon sens. Comme anecdote, là, ça ferait des histoires invraisemblables. Des anecdotes, des histoires invraisemblables, il y en a, mais moi aussi, là, je peux vous en compter une. Il y a une année, début des années 90, les camps avaient de la misère. C'était un peu la crise économique et tout ça. Puis, il avait coupé des postes essentiels au camp, notamment le veilleur de nuit.
Là, il avait décidé que les moniteurs en rotation, on faisait les veilles de nuit à Perdrière. Et là, on avait une espèce de boîte qu'il fallait que tu tournes une clé dedans. Il y avait un mécanisme que tu savais qu'une fois qu'il avait été tourné 10 fois par les 10 clés que tu trouvais partout sur le site, la run avait été faite. Mais la run était épeurante. Il fallait aller dans le garage, il fallait aller dans le grenier. Écoute, des jeunes filles de 16-17 ans, on était 2 par 2 avec la boîte, puis... Oh, mon Dieu! Hey, moi, j'essaie de penser qui j'enverrais, mettons, quand j'étais au saisonnier, là, qui j'enverrais checker le grenier. Hey, hein? Même en plein jour, je pense. On avait toute notre run. On était tous assignés maintenant. Ah, puis, tu sais, trois saumons le soir, là, tu sais, trois saumons à partir de 23, ben, même 22 heures, mais à partir de 23 heures, tu vois plus rien, là. Puis, tu sais, les enfants, les moniteurs revenaient de leur réunion à peu près vers 23 heures, là, puis même des moniteurs, il y avait des endroits clés sur le camp de très courte distance, mais qui n'avaient pas de lumière, mettons, qui étaient en 2 lampadaires, fait que ça créait des intersections de noir total, là, puis genre, c'est... Ben, 2 choses. Je vais te corriger sur 2 choses, Guillaume. Les moniteurs ne revenaient pas. Ouais, mais là... Non, ils revenaient d'aller prendre une bière au Coq. C'est le salon du personnel qui s'appelait le Coq. Et pourquoi ça s'appelle le Coq? C'est qu'on prenait de la bière là, à l'origine, au Coq-Imouille. Au Coq-Imouille, on avait cette place-là pour prendre la bière en dedans. La deuxième des choses, ben, parmi les endroits les plus effrayants, c'était certainement la Fourche. La Fourche. Quand tu arrivais pour aller à la 38 ou encore virer. Il y avait 3 chemins, là. Oui. Ça c'était effrayant. Même moi qui avais inventé une légende là-dessus, quand je faisais mes tournées de nuit, j'avais peur. Je n'étais pas à l'aise, je me retournais tout le temps. Puis on avait, peut-être pour terminer sur la séquence des anecdotes, là, mais on était au camp, on avait souvent des médecins bénévoles là, qui venaient gérer l'infirmerie, puis dans le fond, c'est leur semaine de vacances. Puis c'est des gens hyper généreux d'offrir leur temps de vacances pour être médecin dans un camp de vac, mettons. Là. Puis on avait un médecin qui est quand même connu, là, Michel Lallier, là, qui est un grand... si vous googlez son nom, là, ils sont comme 2 au Canada pour faire. Ils font pas des transfusions de sang, mais pour les enfants, j'oublie le terme. Pas des transfusions, des dons. Ils font, tu sais, par exemple, quand il y a un enfant. Non, quand un enfant a besoin. Un enfant a besoin d'un cœur ou d'un organe, c'est eux qui font l'opération. La transplantation. Exact. Ils sont comme 2 au Canada pour pouvoir faire ça. Là. Puis Michel, ses filles venaient au camp, autant comme monitrice que comme campers. Fait qu'il venait une semaine pour voir ses filles puis être au camp. Puis c'est un monsieur hyper éclaté. Là, si vous le voyez, il a toujours des lunettes de couleur. Puis c'est vraiment quelqu'un qui est bon avec les enfants. Mais il faut comprendre que ce monsieur-là est chirurgien. Donc, lui, ses mains étaient assurées. Là. Ses mains, c'est son petit travail. Puis on avait un jeu au salon du personnel. Je n'expliquerai pas, là, mais c'était avec des balles de billard. Puis c'est assez physique. Là. C'est un jeu de camp un peu bizarre. Puis tout le monde joue à ça. C'est super le fun. C'est super rassembleur. Là. Puis dans le fond, on lance des balles de billard sur la table. Il faut empêcher les balles de rentrer. Puis c'est chacun son tour, tout ça. Puis Michel jouait à ça. OK? Là, il y en a 2 au Canada qui peuvent opérer. Là. Fait que là, Michel Lallier joue à ça. Et là, dans un élan d'enthousiasme, lève ses mains. Et ses mains éclatent le luminaire qui est au-dessus de la table de poule. Fait que là c'était la fête. Il y a des gens qui jouaient de la guitare. Poup! Plus personne parle. Finalement, il était correct. Tout était chill. Puis sa femme, sa conjointe était là, tu sais. Mais c'était irréel. Puis lui, il a fait des blagues avec ça pendant des années, qu'il était invincible puis que ses mains étaient invincibles. Là. Mais genre, c'est des anecdotes de même que tu te dis ça peut juste arriver dans des camps. Là. Ça fait. Des fourraines. Puis peut-être, je serais curieux, là, peut-être plus rentrer dans vos accomplissements. Là, puis, votre carrière est loin d'être finie. Vous êtes encore très actif dans le monde des camps. Là, ma question va peut-être sonner comme si c'était fini, mais c'est vraiment pas le cas. Là. Mais de quoi, ça peut être une réalisation ou quelque chose, mais de quoi êtes-vous le plus fier jusqu'à maintenant? Hey, j'avais une question qui allait dans ce sens-là, mais dans votre parcours. Différente après. De quoi êtes-vous le plus fier? Puis ça... Je vous laisse du temps. Ouais, vas-y, Denis. Dans mon cas, c'est vraiment, puis je l'ai déjà exprimé, c'est de voir un petit cul rentrer comme moniteur, puis de finir comme directeur adjoint ou même directeur du camp. Pour moi, ça, c'est... Puis d'aller plus loin encore, c'est de voir ce petit cul-là revenir 15-20 ans après avec ses enfants, puis qui nous les inscrit au camp, tu sais, puis qui rentre dans la hutte 8 puis qui disent à son petit cul, là, le graffiti qui est là, c'est moi qui l'ai fait quand j'avais ton âge. Là. Ça, pour moi, là, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux parce que ça montre tout le sentiment d'appartenance à une organisation.
Puis, ce dont je suis le plus fier encore, de plus que ça, c'est de tous les gens que j'ai rencontrés au camp. Encore aujourd'hui, je vais à l'épicerie, puis il y a une fille de 30-35 ans qui me regarde, qui me dévisage, puis là, je dis « Camp 300 Monts ». Elle dit « Ah oui, c'est là que je t'ai vu, c'est là que je t'ai vu. » Complètement débile, là, tu sais, c'est de marquer l'enfance, de marquer de jeunes adultes qui sont un peu hésitantes. Je suis encore un ado, je deviens un adulte, puis tu sais, de les voir grandir, puis de les voir devenir des hommes, puis des femmes, puis de se marier, puis d'avoir des enfants, c'est complètement capoté, là. Puis j'ai même de mes amis à moi avec qui j'ai commencé comme moniteur qui vont être grand-mère ou grand-père bientôt, là. Donc, c'est la 3e génération Moi, c'est pas une grande fierté pour moi dans le sens où c'est pas à cause de moi, mais je trouve que c'est une grande fierté pour le monde des camps que la famille ait un point d'attache en milieu naturel, en milieu humain, en milieu d'écoute, de compassion, de respect. Moi, en fait, ma plus grande fierté, c'est d'avoir dit oui à Solange Morneau un jour où elle me têtait pour que j'aille travailler aux classes vertes, puis je ne voulais pas, puis que finalement, ça a été mon plus grand bonheur dans toute ma vie. C'est complètement malade, tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai appris là, tout ce que... Mais il y a eu des peines aussi, puis là-dessus, je ne veux pas qu'on s'étende, mais il y a eu des peines. Le décès d'un enfant sur le site du camp par anévrisme cérébral, le suicide d'un de nos bons animateurs, il y a eu les chicanes non réconciliables, les départs précipités, mais ça, par rapport à toutes les belles choses, on appelle ça la vie. Hein? C'est tout simplement la vie, puis au camp, la vie, on la vit pour vrai. Très vrai. Tania? Mais je partage beaucoup ce que Denis dit. Tu sais, moi aussi, mettons, dans mon Facebook, j'ai plein d'anciens jeunes, d'anciens moniteurs, tu sais, d'anciens collègues qui encore aujourd'hui sont contents de leur cheminement dans le monde des camps, là, puis qui ont fait avec moi, là, puis ils me disent « Toi, tu es encore là? » Oui, je suis encore là. Puis je suis fière d'être encore là. Je suis fière en 2010, après Bruchésie, après Bout-en-Train, d'être retournée à la Sécu, d'avoir fait confiance à Éric Beauchemin. Ça fait déjà comme plus de 10 ans là, que je suis revenue. Tu sais, c'est les 12 congrès que j'ai organisés, c'est les gens qui sont partis des camps que j'ai récupérés comme consultants. J'ai invité sur des comités que c'est toujours d'aller chercher le meilleur chez les gens. Je pense que c'est ça qui me touche le plus dans ce que je fais. J'en suis bien fière. En tout cas, moi, vous me touchez beaucoup de ce que vous dites, pour vrai. Je trouve ça super inspirant. Puis, en fait, ma question est comme un peu complémentaire à celle à Guillaume. C'est, j'aimerais ça connaître votre Dream Team. Vraiment, là, les gens là, avec qui vous feriez l'ascension de n'importe quelle montagne, que vous seriez prêt à même sacrifier peut-être une partie de votre vie personnelle pour certains de vos collègues. C'est qui ces personnes-là qui feriez n'importe quoi pour travailler avec eux, continuer à travailler avec eux? Je suis curieux de vous entendre. C'est une grosse question parce que à chaque époque, je pourrais te dire qu'il y avait quelqu'un. Mais c'est intéressant. Oui, j'ai toujours eu mes acolytes. Souvent, je choisissais des jeunes cordeaux en qui je croyais, puis que j'investissais beaucoup dans eux autres, puis c'est avec eux autres là, qu'on venait, comme la campagne du camp cette année-là. Mais mon plus grand acolyte, c'est vraiment Éric Beauchemin. Éric et moi, on se connaît depuis 2003. Lui, il était dans le poste de coordonnateur au développement / programme avant que moi j'arrive. Moi, je rentrais dans ses souliers, dans le fond, dans ses dossiers. Lui, il a continué à siéger sur des comités. On est reparti après diriger un camp ensemble. On est de retour à la Sécu ensemble. On a coordonné une portion du Congrès mondial 2008 ensemble. On a écrit plein d'affaires ensemble. On a comme une tête commune, tu sais. C'est un grand, grand, grand complice professionnel. Parce que moi, la première fois que je vous ai vus ensemble, pas que je le savais, mais j'étais comme,
eux autres, ils ont vraiment l'air d'avoir un coup de foudre professionnel. Là. Ça a l'air hyper naturel. Des fois, vous vous regardez, vous ne parlez pas, vous savez exactement ce que l'autre veut dire. C'est beau à voir. Moi, pour l'avoir vu, pas souvent, mais significativement, je suis capable de corroborer ce que tu dis, là, vraiment. Salut Eric, je te salue. Merci. Ah ouais, ils nous écoutent? Sûrement. Nous autres, on ne sait pas qui nous écoute, on voit juste on voit des chiffres, vues. mais ouais, c'est ça, mais on ne sait pas c'est qui. Mais on sait, on en connaît quelques-uns. Mais... Puis toi, Denis, ton Dream Team? C'est extrêmement difficile. Là. Après 25 ans dans les camps, je ne peux pas dire que j'ai un Dream Team. J'ai des Dream Teams. C'est sûr que j'ai des personnes beaucoup plus significatives parce que j'ai vécu des choses douloureuses au camp avec elles, dont Lucie Laberge. Lucie qui a structuré complètement tout le service des soins infirmiers à Trois-Saumons. Il a fallu que je me batte avec la direction générale à l'époque et avec le CA pour dire oui, elle a 5 enfants, oui, on va les prendre gratis, mais je crois à cette fille-là, puis je sais qu'elle va nous amener. Puis depuis ce temps-là, nos soins infirmiers sont impeccables. Mais Lucie, c'était plus que ça. Des fois, elle me regardait aller, là, puis là, elle me par une oreille, puis elle disait, toi, il faut qu'on se parle. Là. Puis là, elle me disait, OK, tu montes à l'infirmerie, tu vas te coucher 3 heures, puis après ça, tu viendras me revoir. Lucie, c'était ma mère. C'était ma mère au camp, comme Thérèse Saint-Pierre, la cuisinière, était ma meilleure amie au camp. On a fait des niaiseries ensemble, mais un peu comme une sœur, on était capable de se dire, là, Thérèse, ça ne va pas pantoute, là. Ça ne file pas, je ne sens pas le pouls du camp, il y a quelque chose qui ne marche pas. Toi, là, comme observatrice à la cafétéria, qu'est-ce que tu es capable de me dire là-dessus? J'ai eu Karine à Beau-Royal aussi. Karine qui a été ma fidèle complice parce que j'ai quand même passé 4 ou 5 ans à Beau-Royal. Puis on a repris ce camp-là qui était pratiquement à terre, puis on l'a remis sur la map avec une programmation complètement folle. Les gens ne comprenaient pas qu'on fasse un programme maison de poupée ou encore tricote l'étui de ton... Chocolatier. Ah oui, tu sais, mais Karine était d'une grande, grande complicité. Puis ce qui est bien avec ces 3 personnes-là, c'est que je n'ai jamais eu de mésentente avec eux autres. Jamais. Jamais. J'ai jamais eu de chicane avec ces gens-là. Je n'ai jamais eu de mésentente. C'était, elle me pousse son idée, j'y pousse la mienne, on construit quelque chose ensemble. Puis... Mais la première personne que je choisirais, puis ça, c'est drôle parce que, Guillaume, tu ne l'as pas connu, c'est Philippe Pouliot. Philippe Pouliot, c'était, quand je suis arrivé comme moniteur à Trois-Saumons, c'était le premier gars qui est rentré dans ma hutte. Puis quand j'ai fondé l'école de moniteur, 15 ans après peut-être, c'était le premier que j'ai pris dans mon équipe de formateurs. Et Poupou, là, ça a toujours été mon Poupou, puis ça sera toujours mon Poupou. Philippe, c'était d'une grande complicité. Ses 2 autres frères, Vincent et l'autre, je ne me souviens pas, ont travaillé au camp. Ses parents étaient très impliqués aussi. Mais tu sais, des Dream Team, j'en aurais à chaque époque parce que j'ai eu Mélanie Reed, j'ai eu la sœur de Gabrielle Bigawette, là, Mylène, qui a fait des folies. J'ai eu Marie-Claude Landry, j'ai eu Pierre Langevin, j'ai eu... écoute, l'époque de Pierre Langevin, Marie-Claude Landry, puis tout ça, là, on faisait des sketchs de Rock and None, là, c'était le délire. C'était le délire à la rotonde de Trois-Saumons, là. Ça, c'était la gang de tripeux, puis tout ça. J'ai eu la gang de Martin Dupuis aussi, mais... Moi, le Dream Team, pour moi, là, c'est tous ceux qui ont bâti Trois-Saumons puis qui fait que Trois-Saumons est encore là aujourd'hui, là, puis qui, on l'espère, sera là encore pour les prochaines années, malgré les maudites conditions là, qui mettent tout le monde dans l'insécurité. Ben moi, en tout cas, je veux vous dire que vous êtes sûrement dans le Dream Team des gens que vous avez nommés. Là. Ça, c'est sûr à 100%. Mais François, je ne sais pas si ce serait intéressant parce qu'on n'a jamais partagé ça, je pense, encore dans les épisodes, mais mettons, je sais que nous deux, ça fait peut-être une dizaine d'années et ish qu'on est dans les camps, mais ce serait quoi, tu sais, peut-être ton Dream Team ou, Denis a mentionné des gens qui ont été importants, tu as déjà mentionné Pierre, peut-être Billy, mais en as-tu d'autres, puis peut-être pourquoi, ces gens-là font partie de ton Dream Team? Ben écoute, c'est vraiment difficile parce que, mettons, en ce moment, j'ai l'impression d'être dans un Dream Team, mais je ne le sais pas encore parce que, veux pas, ça fait pas longtemps que je suis avec eux. Mais j'adore travailler avec Olivier et Alexandra parce que c'est vraiment un solide équilibre. Dans les Dream Teams que j'ai vécu, moi, j'ai été pris sous la tutelle de Tournesol que ça faisait
13 ans qu'elle était au camp. Elle a fait 16 ans comme coordonnatrice. Elle a resté comme 2-3 années de plus avec moi parce qu'elle croyait vraiment. En fait, notre dynamique entre nous deux, là, Tournesol et moi, là, c'était incroyable. On parle d'une fille qui était enseignante au primaire puis qui venait à tous ses étés à être coordonnatrice au camp encore après ça. Puis moi, vraiment, ma folie que j'avais et que j'avais de la difficulté à enligner sur une feuille ou encore de créer une histoire avec, j'ai vraiment réussi à sortir là, les thématiques les plus folles avec elle, puis ça coulait vraiment, vraiment bien. En fait, son vrai nom, c'est Julie Lafont. Je la salue si elle nous écoute. Et il y a, à un moment donné, je travaillais avec mon coloc à temps plein au saisonnier, mon meilleur ami et une de mes meilleures amies au saisonnier, que je les salue, c'est Joël, Marie et Chad. Mais vraiment, c'est qu'on était tellement comme ça dans la vie, puis on a travaillé comme 2 ans ensemble, où on se voyait vraiment faire toutes les grandes choses qu'on voulait, puis avec Billy aussi, avec Pierre aussi, qui était même là en même temps. Pour moi, j'étais comme, mon Dieu, je travaille avec les gens qui m'inspirent le plus. Ouais, un sentiment de privilège extraordinaire, là. Parce que d'un côté, j'avais comme mes boss, que c'était pour moi les personnes les plus inspirantes au monde, des personnes vraiment gentilles, professionnelles, qui ont à cœur que j'apprenne puis que je devienne vraiment important au niveau des camps. Puis ça, je l'ai toujours senti. Puis Pierre, là, j'ai été un animateur qui est arrivé en 2010. Il me trouvait vraiment, il me disait qu'il me trouvait vraiment bizarre, un peu comme tu disais, là, tu sais, Denis, là, quand tu disais les spéciales, là, quand tu arrives à Trois-Saumons, ben, quand je suis arrivé au saisonnier, là, Pierre était comme aïe, aïe, OK, ce gars-là, genre, il se ramassera pas, puis c'est vraiment un flot de 18 ans, mais il a de l'air à vraiment être passionné pour ça. Puis moi, il m'a canalisé, veut pas. Puis quand ils m'ont approché, écoute, moi, je travaillais en service de garde, je gagnais 22$ de l'heure, puis Billy, il m'a appelé pour me proposer de travailler au camp à temps plein à 12$ de l'heure, je pense. Puis moi, là, c'était même pas une question. Je faisais 40 heures à 12$ de l'heure. Moi, c'était bien mieux qu'une affaire même 30 à 22$ de l'heure dans un service de garde. Je voulais travailler au saisonnier, mais en plus de ça, je voulais travailler pour eux, avec eux. Puis le staff d'été, je me voyais là tellement longtemps. Puis de raison, j'ai passé 11 ans au saisonnier. Puis après ça, c'est cet été que j'ai fait le grand pot au Camp Port-Neuf. Fait que c'est une question qui va un peu partout. C'est ça, c'est... Je pense que c'est beaucoup rattaché. Il y a beaucoup de. Tu sais, c'est un peu facile à dire, Kéten, mais il y a beaucoup de valeurs derrière ces gens-là. Tu sais, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont reliées à ces personnes-là, qui font que qu'on a connecté. Là, moi, de mon côté, là, on a eu la chance, Catherine Bussière est venue dans un épisode, je l'ai déjà dit que c'était une personne super importante. Mais juste pour faire peut-être un exemple différent de ce qui a été mentionné, là, il y a 2 ans, j'avais des cordeaux au camp de jour qui étaient beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai 31, mais j'avais peut-être 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Puis les deux filles ont peut-être 21. Puis, tu sais, je sortais des camps de vacances. En tout cas, j'essaie de faire pour que ça soit concis, parce que j'aurais trop de choses à dire, mais il s'appelait Praline puis Caraïbes. Puis dans le fond, c'était des filles qui étaient bien plus jeunes que moi, qui étaient vraiment mes adjointes du camp de jour, du gros camp de jour. Puis une affaire que j'ai retenue de eux, puis pourquoi je les prendrais dans mon Dream Team, c'est que les filles ont rapidement compris quand on s'est parlé, puis quand j'ai mis la table sur comment allait être l'été, j'ai rapidement exposé ce qui allait être mes faiblesses, puis ce qui allait être mes forces. Genre. Mais les filles m'ont tellement impressionné sur le fait qu'ils n'ont pas dit on va compenser. Parce que les filles, dans le fond, ont juste accepté ce qui allait être mes forces et mes faiblesses, puis genre, ça allait être une chimie parfaite, puis comme, je ne pensais pas retrouver cette chimie-là avant longtemps. Tu sais, ce que j'avais connu au camp de vac, ça a été très long avant que je le retrouve à Saint-Sac au camp de jour parce que je tripais au camp de jour avec le staff, mais vraiment une chimie de travail avec des individus, ça a été comme parfaite, ça a été plus long. Puis je pense que c'est normal parce que c'est unique. Mais ces deux filles-là ont tellement accepté qui j'étais rapidement. Puis mais ils savaient, par exemple, que j'allais être là pour eux, puis tout ça. Puis ça
ça m'impressionnait. Tu sais, Praline, là, Denis, tu sais c'est qui, là, mais tu sais, Praline, c'est un phénomène. Là, tu sais, elle a 20, 21, puis elle avait des réflexes de camp, puis de l'attention aux détails que tu as genre après 20 ans d'expérience. Là. Tu sais, elle faisait des. Même, tu sais, en tout cas, ça m'a fasciné. Ça me fascine, ça aussi, du monde des camps. C'est des occasions qu'on a de voir des jeunes qui sont beaucoup plus jeunes que nous, qui ont moins d'expérience de vie que nous, mais qui, des fois, peuvent complètement nous épater dans leurs compétences. Puis, je sais qu'ils je vais leur dire que je les ai mentionnés dans l'épisode, là, mais je les prendrai rapidement. Puis, en fait, quand je vous écoutais parler, c'est que je me disais, ce que vous recherchez, c'est des personnalités, c'est des valeurs. Oui, il y a les individus, il y a les souvenirs, il y a les expériences, mais dans le fond, ce qui forme vos équipes de rêve, c'est le sentiment derrière ça. C'est vraiment... c'est vraiment ça que je la solidarité, tu sais, aussi, c'est bien important, tu sais, de se tenir, de faire un dans tout ça. Tu sais, je me rappelle, une année à Bout-en-Train, j'ai eu 4 Français qui sont débarqués pour faire 1 an ou 2, puis c'est devenu mes mousquetaires, puis c'était D'Artagnan et ses mousquetaires, un pour tous et tous pour un, tu sais, c'était comme ça. Exact. C'est clair. Puis, en fait, je veux juste mentionner quelque chose, ça va prendre 30 secondes là, dans mon Dream Team. J'oublie vraiment quelqu'un. Là. Dans le fond, le gars, il s'appelle Vincent Bergeron. Puis, son vrai nom, c'est Otto. Parce que c'est un chauffeur de bus. À la base, il était engagé pour être chauffeur de bus au camp. Okay? Le gars, finalement, il a fait 9 ans au camp. Puis, le gars, c'est qu'en fait, Jean-Olivier, il m'a dit « Hey, Garnotte, ça tenterait-tu? Tu sais chanter, toi, tu chantes bien. Ça tenterait-tu d'être chansonnier pour des feux de camp aux classes nature? » Je dis « Ben, je te cacherai pas, là, Jean-Olivier, là, je ne suis pas un chanteur, puis je ne joue pas de guitare non plus. » Ah, mais j'ai le gars. J'ai le gars. Je veux dire, Otto, il joue de la guitare, là, il est vraiment bon. C'est comme le 2e été d'Otto. Finalement, là, encore aujourd'hui, Otto et moi, on a des contrats de musique où on fait des tunes pour les personnes âgées, puis on leur chante Hakuna Matata. Puis on a fait ça là, pendant 7 printemps de classe nature où toutes les écoles qui venaient en clair de lune ou en séjour, il y avait l'option de faire une disco mobile, faire une randonnée au flambeau avec Légende ou avoir les chansonniers Garnotte et Otto. Puis l'année qu'on a arrêté de le faire, on a eu des petites plaintes d'école parce que dans le fond, le frère de l'autre était comme « Ah, mais là, ça ne sera plus Garnotte et Otto. » On a réussi à racheter le tout parce que de toute façon, on avait d'autres musiciens dans l'équipe, mais c'est juste qu'on l'a fait tellement longtemps. Puis les professeurs étaient tellement habitués de nous avoir que... Mais puis après ça, j'ai été cordeau un été. En fait, je l'ai pris comme cordeau un été. Il a fait un comeback. À tous les mardis, on faisait un show de musique au rassemblement le matin. C'était extraordinaire. Tu sais, c'est les gens avec qui on crée ces rites-là, ces rituels-là, ces traditions-là. Tu sais, on s'attache à ça. Puis, crime, on va même finir ça, cet envolé-là. Parce qu'on pour vrai, en tout cas, merci beaucoup de vos partages puis d'être vos personnes. Parce que honnêtement, moi, j'ai appris encore plus à te connaître, Tania. Puis, Denis, wow, tu sais, je suis tellement content d'avoir entendu ces histoires-là. Puis aussi d'avoir entendu le nom de Pierre dans un contexte qui m'a raconté un petit peu les lutins. Oui, un gros merci. Puis je ne sais pas si vous aviez un mot de la fin, mais sinon, on va terminer avec ça. Pour moi, ça va être assez simple. Si vous en faites un autre podcast dans 20 ans, Tana puis moi, on sera là encore, mais peut-être que ça sera Voix d'outre-tombe ou quelque chose comme ça. Là. C'est ça. Merci de l'invitation. On fait partie d'un certain folklore, mais il y en a tout un autre qui nous a formés, puis on le reconnaît. Parfait. Merci. Parfait. Puis si vous voulez, vous pouvez quitter la conversation là, avec François, on va finir l'épisode. Salut, Denis. Salut. Salut, les gars. Merci. Salut. Merci, les gars. Yes. Bon, on s'est trouvé un nouveau sujet d'épisode, les anecdotes et les coups en camp. Non, mais sérieusement, moi, quelle découverte, Denis, là, puis d'en connaître encore plus sur Tania, pour moi, confirme ce que je pensais par rapport à l'importance qu'elle a apportée dans les camps, autant dans ses camps à elle que dans la totalité des camps. Oui, puis c'est le fun aussi de voir, comme Denis qui est encore très actif, même s'il
même s'il n'y a plus un poste de gestionnaire, mais que le Mhm. monde des camps, le garde actif, là, c'est encore une belle continuité d'exemple que les gens, une fois que les gens rentrent dans le milieu, là, ils restent longtemps. Là. Non, exact. Mm. Mais écoute, merci beaucoup, Guillaume. On se voit pour le 21e épisode dans quelques semaines. Puis, ben, c'est T'es-tu une sûr, surprise. François? Est-ce que tu es sûr ou c'est la fin de la saison 2? Ben non, mais c'est la fin de la saison 2, mais le 21e Ah oui, c'est épisode vrai. va être le premier C'est vrai. épisode de la saison 3. Ouais, exact, Mais là, t'as raison. pour vrai, en tout cas, je m'en retiens de vous le dire, là, le prochain épisode, parce que je veux vraiment vous garder un punch, mais honnêtement, là, ça va être vraiment un très, On est très sur bon. une bonne lancée là, avec l'épisode Très, des très légendes bon. là, puis Oh les que oui. prochains. Ouais. Fait que, en fait, excuse François, je t'ai coupé quand tu allais le dire, mais en fait, on va revenir dans un mois à peu près. Dans le fond, dans la semaine du Exact. 22 mars, on va être de retour avec la saison 3. Exactement. Ben, écoute, bonne journée. Salut, bye. Bonsoir.